vous salue avec beaucoup de plaisir pour cette conférence de rentrée du Cercle des managers de l'immobilier. J'ajoute que ça a pu en surprendre certains. On commence à avoir des fidèles participants depuis la période du confinement qui a vu naître le Cercle. On a changé d'heure. On a estimé que dans cette période de retour à l'activité, présentielle ou pas, selon les entreprises, il valait mieux se placer un petit peu plus tôt dans l'après-midi, dans la journée. Et donc, en clair, nous commençons aujourd'hui à 17h pour terminer à 18h30. Quoi qu'il en soit, nous pourrons bien sûr continuer un petit peu, comme on l'a fait chaque fois, avec souplesse lorsque le débat le méritait. Et je vois venir que ce sera le cas de celui-ci. Je vous remercie en tout cas d'y être très nombreux. Ce sont plus de 600 participants qui sont inscrits et qui peut-être sont déjà avec nous. Quant à moi, il me revient de vous dire que de manière très naturelle, cette fois-ci encore, nous allons coller à l'actualité en parlant de l'initiative parlementaire de Michaël Nogal, la proposition de loi. C'est comme ça qu'on nomme un projet de texte qui vient d'un député ou d'un sénateur. C'est une proposition de loi et ce n'est pas un projet. Le terme est réservé au gouvernement, qui s'appelle Louer en confiance et qui a vocation à apaiser, sécuriser les relations entre propriétaires et locataires. Nous allons le faire avec des débatteurs de choix. Un premier, je commence par lui parce qu'il est à l'origine de ce débat. En signant cette proposition de loi, il a ouvert un débat qui est très vif depuis plusieurs mois. C'est Michaël Nogal lui-même, député de la Haute-Garonne, vice-président de la Commission des affaires économiques. Je voudrais le remercier tout particulièrement, avant qu'il apparaisse et qu'il puisse nous dire bonjour, parce que j'en ai souvent plaisanté avec lui. La communauté immobilière a fini par penser qu'il ne s'occupait que d'immobilier. Ben non, un député, ça a des missions multiples, notamment rattachées à son territoire. Il est aujourd'hui celui qui se penche au chevet de l'aéronautique et je sais qu'il va même commencer une tournée. Il a rendu un rapport sur le sujet. Il est missionné de nouveau par le gouvernement. Donc merci, cher Michaël, de te replonger dans des sujets qui t'intéressent tout autant, immobilier, au moment où tu es aussi appelé à traiter un secteur d'activité très affecté par la crise. Bonjour à tous, merci Henri. Tout le monde m'entend, oui, je crois que c'est bon. Parfait. Moi, je suis très heureux de vous retrouver après cet été et même, j'allais dire, on s'était vu avec certains en visio pendant le confinement puisque on avait continué à réfléchir sur tous ces sujets liés au logement et à l'immobilier. Et donc voilà, j'espère que tout le monde se porte bien et au plaisir d'échanger avec les autres intervenants et puis les participants que je vois de plus en plus nombreux à cette visio. Merci beaucoup. Je salue à la suite du député Danielle Dubrac. Elle est désormais la présidente de l'UNIS. Alors, elle a déjà participé à nos débats. Elle n'était pas encore la présidente du syndicat. Il y avait des fonctions. Elle était aussi, elle est toujours présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, bien sûr chef d'entreprise, administrateur de biens, mais c'est aujourd'hui la présidente du syndicat qui est avec nous. J'ajoute qu'elle est adhérente du pôle du Grand Paris à l'origine de la création de ce cercle. Donc c'est avec, à plusieurs titres, beaucoup de plaisir que je t'accueille, Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie. On ne t'entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Alors, je suis ravie de participer à ce webinaire. D'abord parce que c'est un sujet qui revient, je dirais, sur la table. Ravie avec tous les adhérents. Donc, effectivement, je représente UNIS National. Ce webinaire est organisé grâce à UNIS Paris-Île-de-France et je voulais remercier de cette initiative parce qu'on parle de sujets qui sont des sujets qui peuvent être matière à discussion, à débat. On représente plus de 2500 adhérents au niveau d'UNIS. Merci aux partenaires et aux collaborateurs et aux chefs d'entreprise, adhérents ou pas d'ailleurs, qui nous écoutent avec attention lors de ce webinaire. Et puis, je voulais dire qu'on représente
toutes les professions immobilières à travers, bien sûr, les gestionnaires, le locatif, les syndics de copropriété, les experts, les rénovateurs, etc., etc. Voilà, je suis ravie et puis je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va y entrer très vite, en effet, et tu seras, si tu le veux bien, parmi les premières personnes qui s'exprimeront. Tu as une obligation de 18 heures. Hein, j'en ai averti les autres débatteurs, donc ils comprendront que je privilégie ta prise de parole au tout début. Je salue à ta suite Jean-Michel Camison. Alors, Jean-Michel Camison, il est le président, c'est à ce titre qu'il est avec nous d'abord, de Pluriance, l'association qui rassemble la quinzaine d'enseignes leaders dans l'administration de biens en France. Sa propre entreprise, Daucher, en fait partie. Il est là, bien sûr, en tant que professionnel aussi. Tout simplement, bonjour Jean-Michel. Jean-Michel. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de gros problèmes. On va le voir apparaître après. Allez, j'enchaîne sur Jean-Jacques Olivier, notre dernier invité, dernier débatteur. Jean-Jacques Olivier est président d'une autre organisation professionnelle, très proche par le métier des adhérents qu'elle rassemble. C'est Anacofi Immo. Alors, Anacofi, conseil en gestion de patrimoine, hein, c'est une grande maison bien connue, pour ainsi dire un ordre, d'ailleurs c'est un quasi-ordre, la branche de ces conseils en gestion de patrimoine spécialistes des métiers, des produits de l'immobilier, s'appelle Anacofi Immo. Jean-Jacques l'a fondée et en est le président. J'ajoute, j'aurais dit d'ailleurs la même chose de Jean-Michel Camison, et je pourrais dire cela aussi, bien sûr, de la présidente de l'UNIS, que Jean-Jacques est membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en tant que personnalité qualifiée. Jean-Jacques, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous. Merci Henri de m'avoir invité. Effectivement, notre organisation représente des conseillers en gestion des patrimoines, donc nous sommes impacté, si j'ose dire, en tant qu'administrateur de biens par ce dispositif, parce que chez nos adhérents, beaucoup font de la transaction, mais quasiment pas de l'administration de biens. Par contre, effectivement, ce dispositif, je veux dire, a des conséquences pour nos clients, hein, donc essentiellement, je veux dire, les propriétaires. Voilà, donc nous aurons des choses à dire. Et puis, comme tu le sais, c'est un métier aussi je connais bien pour l'avoir pratiqué dans un passé pas si lointain que ça finalement. Voilà, mais je peux bien dire que oui, tu as été probablement l'entreprise d'administration de biens indépendante la plus importante ou l'une des plus importantes du pays. Et ça me permet de vous dire que je n'ai pas le temps de décliner toutes les qualités de nos invités, de décrire tout leur parcours. Il est évidemment riche. Je vous renvoie au site du Cercle des managers d'immobilier. Voilà, parce que sur le site, nous avons porté une biographie de chacun de ceux qui vont parler, de tous ceux qui ont parlé depuis ces dernières semaines avec nous de grands sujets. Donc, je vous invite à le regarder. Site illustré, comme ça vous reverrez leur visage naturellement. Voilà. Bien sûr, ce cercle a des initiateurs et ce sont donc je dirais des représentants de la puissance invitante et je voudrais saluer les deux qui sont avec nous. On a une défection. Vous savez, les administrateurs de biens sont aussi des urgentistes. Hein, et François-Emmanuel Borel, syndic de son État, voilà, il a été appelé à régler les problèmes d'un immeuble et donc il n'est pas avec nous. Il s'en excuse bien sûr. Mais Émilie Jousset, la présidente du Cercle, Benjamin Darmoni, président adjoint, qui a aussi des fonctions nationales d'ailleurs, sont avec nous. Émilie, présidente, je te salue. Bonsoir Henri, merci beaucoup de ta présentation complète. Effectivement, on te remercie toujours de participer à l'animation en tant qu'initiateur aussi d'ailleurs du Cercle des managers de l'immobilier, puisqu'on fait notre rentrée aujourd'hui avec vous tous. Merci à chacun des débatteurs, monsieur le député. On est ravis de vous accueillir pour cette première conférence mensuelle du mois de septembre. On continuera sur ce rythme d'une fois par mois et à cet horaire-là, parce qu'il correspond un peu plus aux vies actives qui ont repris de façon effrénée la rentrée.
À l'UNIS, on a voulu ce cercle de façon transversale et un peu décorrélé de l'UNIS parce qu'on a considéré que la crise qu'on a vécue et qu'on va continuer de vivre, elle est transversale sur toutes les professions de l'immobilier. C'est pour ça qu'on a voulu des débats divers et variés depuis le début de ces conférences. Et aujourd'hui, on trouve ça important, suite à l'annonce du plan de relance, à la remise en route de nos cabinets et de toutes les professions immobilières, de revenir sur les solutions qu'a proposé le député Michaël Nogal, qui nous fait l'honneur de revenir pour une deuxième fois au Cercle des managers de l'immobilier, de façon à énoncer toutes les solutions qui peuvent être trouvées et faciliter le travail des professionnels de l'immobilier. Voilà, donc on est très heureux que ce débat soit riche et divers. Oui, Henri. Avant de passer la parole à François-Emmanuel, et par correction, parce que c'est l'un de nos invités, j'appelle Jean-Michel Camison. Tout à l'heure, on n'avait pas de son, on n'avait pas sa voix, on ne le voyait pas non plus. Jean-Michel, je crois que tout marche bien maintenant. J'espère. Est-ce que tu m'entends, Henri? Absolument, et on te voit. Tout va bien. Bonjour Henri, merci de votre invitation. Bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire. Alors, j'ai déjà dit à quel titre tu étais là, donc je ne le répète pas, mais je voulais qu'on te voie. Benjamin d'Harmonie est avec nous. Bonjour Henri. En tout cas, voilà. Bonjour Henri, bonjour à tous. Je précise à ceux qui ne sont pas nos habitués qu'on te reconnaît parce que tu es devant le coffre-fort du cabinet de l'administrateur de biens. Hein, voilà. Exactement. On reconnaît à ça. Voilà. Et on conserve précieusement les chéquiers de nos copropriétaires à l'intérieur. Et peut-être des dépôts de garantie. Espérons. On va en parler. Merci Henri, bonjour à tous. Je suis personnellement, et nous sommes très heureux de recevoir à nouveau Michaël Nogal pour ce débat. Vous savez que ces sujets, on tiennent très à cœur de l'UNIS Île-de-France. On a toujours eu la volonté de mettre en avant l'intermédiation et de faire du professionnel un conciliateur entre locataires et bailleurs. On a d'ailleurs vu pendant cette crise que les professionnels ont eu un rôle très important pour les locaux commerciaux. On a pu concilier et faire rejoindre les intérêts des bailleurs et des locataires alors même qu'on était dans une crise extrêmement importante, qu'on connaît moins dans l'habitation, plus dans le bureau et dans les locaux commerciaux. C'est le sens et l'objet aujourd'hui de ce débat et c'est pour ça qu'il va être extrêmement intéressant. On a aussi une volonté à l'UNIS Île-de-France, c'est de supprimer la discrimination. La discrimination, il y a quelques années, était un problème dans notre métier. Clairement, de plus en plus, on arrive à supprimer cette discrimination. Et je pense que le fait d'avoir un unique garant participera à avoir moins d'actions discriminantes entre bailleurs et locataires. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très heureux que ce débat puisse avoir lieu et j'ai hâte qu'il commence. Merci beaucoup. Allez, on entre dans le vif du sujet pour reprendre les mots de la présidente de l'UNIS. Michaël Nogal, je vais pouvoir me reposer comme ça. D'habitude, c'est l'animateur qui fait ça, qui rappelle les raisons du sujet, l'historique. Très clairement, il te revient de nous dire où on est au plan du process législatif, je dirais, cette proposition de loi. Elle a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de février. Donc voilà, elle a une existence juridique. C'est d'ailleurs un texte que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale, tout simplement. Tout à l'heure, Daniel Dubrac disait ça revient sur le tapis. Alors je crois que c'est la bonne expression, mais il va t'appartenir de nous le dire. On a changé de gouvernement, on a changé de ministre chargé du logement. Donc, il est intéressant de savoir aussi quel est le regard que porte l'actuel ministre sur cette initiative parlementaire. Voilà, donc en quelques mots, le processus et puis aussi ce qu'il y a dans cette proposition de loi. Je suis à peu près sûr, je n'imagine pas un instant qu'un seul des participants ne le sache pas, mais on va être très didactique, les dispositions très précises que tu y as introduites et qui vont faire le fond de notre débat de manière très analytique. Très bien. Combien de temps tu me laisses, Henri?
Je m'adapte. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. comme à l'Assemblée nationale. Bon, on va essayer d'être. Mais le groupe majoritaire a peut-être un peu plus de temps que les autres. Donc, voilà. Non, c'est important. C'est important. Bon, sûr. Alors, d'abord, replacer un petit peu le contexte. Donc, je salue ce que je connais et que j'ai déjà eu l'occasion de voir physiquement avant le Covid, parce qu'il n'aura échappé à personne que ce confinement et cette pandémie a bouleversé l'actualité et aussi l'actualité politique et le calendrier. Ma proposition de loi, d'abord, elle fait suite à un long travail sur le logement qu'on mène depuis notre arrivée aux responsabilités en 2017. Il y a eu la loi Elan, et à la suite de la loi Elan, le gouvernement, le Premier ministre et Julien Denormandie, à l'époque ministre du Logement, ont demandé d'approfondir le sujet des rapports locatifs qui avaient été assez peu traités dans la loi Elan, qui avait plus pour objet de notamment revoir les règles en termes d'urbanisme, réorganiser le secteur HLM. Et même s'il y avait des mesures concernant le parc locatif privé, dont par exemple une mesure que je soutiens encore beaucoup, qui est le bail mobilité, la question des rapports locatifs en eux-mêmes n'ont pas été trop évoqués. Donc, ça a été l'objet du rapport que j'ai remis au gouvernement, loué en confiance, avec 37 propositions, certaines de nature réglementaire, d'autres de nature législative et certaines de nature fiscale, pour justement améliorer les relations entre propriétaires et locataires. Et j'utilise souvent le mot réconcilier, parce que malheureusement, aujourd'hui, et ça finit pas toujours en procédure ni de conciliation ni en procédure judiciaire, mais il y a une crise relationnelle, je peux dire, dans le logement entre les propriétaires et les locataires, et des comportements de part et d'autre qui peuvent être contestés, encore une fois, par les deux parties. Et mon objectif, et c'est aussi mon rôle d'élu, c'est d'améliorer le quotidien des Français dans le logement. Et je pense que cette question doit être traitée au-delà des sujets qui reviennent souvent quand on parle de logement, c'est-à-dire le nombre de constructions, la rénovation énergétique, le parcours dans le logement. Il faut aussi s'occuper des relations actuelles entre propriétaires et locataires. Parmi les 37 propositions que j'ai formulées dans ce rapport, j'ai tenu à en garder 3, alors 3 de nature législative, à savoir, en fait, les 3 qui, à mon sens, partaient d'un constat. Donc, je vais les détailler les unes après les autres. La première mesure, c'est la consignation des dépôts de garantie. Pourquoi le député est venu se mettre sur le sujet des dépôts de garantie, alors que de précédentes lois avaient tenté de trouver un équilibre, notamment dans le fait de réduire le montant de ces dépôts de garantie et en le laissant dans la main du propriétaire, ce qui, je le rappelle, se fait de moins en moins en Europe. En tout cas, si on peut prendre une comparaison par rapport au marché français, en Europe, on trouve de moins en moins de pays qui laissent le dépôt de garantie, donc cette créance du locataire, dans les mains du propriétaire et privilégient la consignation. Cette consignation, ça faisait partie des propositions que j'avais formulées dans mon rapport à partir d'exemples que j'ai pu constater à l'étranger, et une consignation qui a été mise en place dans certains pays depuis plus de 15 ans maintenant, pour mettre fin justement à ces mauvais comportements qu'on voit en France, à savoir, d'un côté parfois, je dis bien parfois parce que c'est évidemment pas toutes les relations entre propriétaires et locataires qui se passent comme ça. Par contre, même quand les cas sont mineurs, ils peuvent avoir une incidence sur la majorité des couples propriétaires-locataires. Donc, en France, on a un système où le propriétaire encaisse directement le dépôt de garantie, et parfois, il y a des contestations sur la restitution, une retenue parfois abusive, et de l'autre côté, de plus en plus de locataires qui, par crainte, pas forcément fondée d'ailleurs, mais par crainte de ne pas se voir restituer leur dépôt de garantie, ou par crainte de ne pas être d'accord sur l'arbitrage qui est fait à la fin, sur qui doit récupérer quel montant, eh bien, ils partent sans payer le dernier mois de loyer. Et ça, je l'ai constaté, j'allais dire, sur tous les territoires, dans toutes les classes sociales. Ce n'est pas un sujet d'origine. Voilà, c'est vraiment malheureusement quelque chose qui se généralise, et je pense qu'il faut y mettre un terme. Cette consignation, aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes bien placé ici parmi les participants et parmi les intervenants pour le savoir, les administrateurs de biens sont habilités
à garder les dépôts de garantie. Et pour la gestion de particulier à particulier, eh bien, c'est le propriétaire qui garde ce dépôt de garantie et le restitue après à la fin du bail, après la location. Je pense très sincèrement, mais on pourrait y revenir et je détaillerai On va le faire. la méthode, mais je pense que la consignation est un des moyens de décrisper durablement la relation entre propriétaire et locataire, parce que oui, c'est le premier sujet de conflit. Et je ne parle pas seulement, encore une fois, de procédure en justice, mais je parle bien de conflits globaux entre propriétaires et locataires. C'est le premier sujet de tension. Sachant que les professionnels, pour la partie du parc qui gèrent, on va affiner bien sûr ce discours, consignent pour beaucoup d'entre eux. Pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux déjà. Hein. Donc, ils ont une habitude de consignation pour leurs clients. Voilà. Et donc, j'ai proposé, pour être tout à fait complet, j'ai proposé donc dans cette proposition de loi, dans le texte initial qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, et je mettrai tout à l'heure le lien pour que tout le monde puisse y accéder, je propose que les administrateurs de biens puissent consigner demain l'ensemble des dépôts de garantie, y compris du marché non intermédiaire. Et je rappelle un chiffre important, mais aujourd'hui, le parc locatif privé, c'est 6,7 millions de logements qui, pour les 2 tiers, sont gérés de particulier à particulier, pour un tiers par des administrateurs de biens. Tout à fait. Sujet sur lequel on reviendra parce que ça m'a attisé les foudres de certains. N'anticipons pas sur les foudres. On va voir si on enchaîne encore. Et qu'aujourd'hui, ce sujet est en débat, en tout cas dans l'opinion, de savoir si les administrateurs de biens sont les bons interlocuteurs pour faire la consignation globale de tous les dépôts de garantie, y compris du marché de particulier à particulier. La deuxième mesure, Benjamin Darmoni, que je salue, y est revenu tout à l'heure, parce que je sais que c'est une attention que porte beaucoup l'UNIS et depuis de longues années sur le sujet de la lutte contre les discriminations. C'est aussi une priorité que j'avais formulée déjà dans mon rapport loi en confiance, avec notamment une mesure visant à augmenter les heures de formation sur ce sujet particulier de la lutte contre les discriminations. Et je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Et la deuxième et la troisième mesure de ma proposition de loi visent à réduire cette discrimination. La deuxième mesure, c'est en fait aujourd'hui le constat que dans les zones les plus tendues, en particulier à Paris, mais aussi dans les grandes métropoles, vu la tension du marché, on a plus de candidats locataires que d'offres. Et donc, j'allais dire, une sélection à l'entrée qui ne se base plus sur des critères objectifs de solvabilité, mais sur des a priori et parfois des choses que je vois malheureusement trop souvent, où un couple en CDI qui gagne chacun plus de 3 fois le loyer se voit imposer l'obligation de fournir 2, 3, 4 garants parfois. Et donc clairement, aujourd'hui, en fait, on est arrivé à une situation où on n'est plus seulement dans la discussion où quand un seul parent ne suffit pas à rassurer le propriétaire, eh bien on demande au deuxième parent quand il y a un deuxième parent. La situation du marché, elle est plus celle-ci. Aujourd'hui, ce n'est pas le deuxième parent qui fait basculer un dossier et qui fait accepter un dossier. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et moi, je veux limiter ces abus dans le sens où, en plus, et je l'écrivais déjà dans mon rapport loi en confiance, mais la caution personne physique, et c'est un point que les associations de consommateurs et même PAP soutient, c'est que la caution personne physique est le moyen de sécurisation des propriétaires le moins fiable juridiquement et le plus injuste socialement pour les locataires. La caution personne physique ne fait que des perdants, à mon sens, alors qu'il existe des moyens aujourd'hui, gratuits ou payants, de se sécuriser, et on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Il y a peut-être même des extrémistes parmi les débatteurs qui iraient peut-être plus loin que la proposition de loi. On va y revenir. La troisième mesure, qui est peut-être la plus structurante pour le marché, vise à assurer la sécurisation totale des revenus, la sécurisation totale aux propriétaires d'ailleurs, par la création d'un nouveau mandat de gestion totalement libre, je précise. C'est-à-dire que, parce que je voyais une question dans les commentaires, demain avec ma proposition de loi, un propriétaire qui souhaite gérer de particulier à particulier
pourra continuer à gérer de particulier à particulier. La seule différence, c'est qu'il saura qu'en passant par un professionnel, il peut trouver un mandat de gestion de sécurisation totale qui intègre le paiement des loyers, la garantie de paiement des loyers tous les mois, plus de délais de remboursement comme on peut les connaître aujourd'hui avec notamment les GLI ou même Visal. Visal qui est un très bon produit, et là aussi on pourra en reparler parce qu'il a beaucoup évolué, qui intègre ce mandat de gestion et de sécurisation totale, qui intègre évidemment la prise en charge des dégradations et bien sûr les services que proposent depuis toujours les administrateurs de biens. Mais vraiment cette demande, pourquoi ce nouveau mandat de gestion? Parce que c'est une grande attente des propriétaires bailleurs en France aujourd'hui. Je cite pour ça 2 sondages, un réalisé par Se Loger et un autre réalisé par l'UNIS et l'AFNAIM, qui montrent que 70% des propriétaires bailleurs qui gèrent de particulier à particulier seraient prêts à confier leurs biens à un professionnel s'ils avaient cette sécurisation totale. Pour être complet, il faut quand même rappeler que aujourd'hui, 2 groupes, les 2 plus gros groupes en France, que sont Foncière et Sergic, assurent cette prestation. Alors, pas directement le loyer payé chaque mois, il y a un petit délai, mais ça se rapproche de ma proposition et j'allais dire cette assurance est intégrée pour ces groupes qui ne font pas appel à des assureurs extérieurs, mais qui, par leur capacité financière, ont la possibilité d'apporter cette prestation. Et donc, parce que je parle aussi à des indépendants, il y a la possibilité demain pour les plus petits cabinets et pas les grands groupes, parce qu'au départ, on m'a reproché de favoriser les grands groupes, ce n'est pas du tout l'objet. On va y revenir, hein, c'est une question, bien sûr. De pouvoir proposer ce service et d'attirer plus de propriétaires bailleurs si le travail est bien fait. Voilà. En 2 phrases, monsieur le député, l'état de l'art aujourd'hui, j'ai rappelé que ce texte avait été déposé, hein, comme on dit, sur le bureau de l'Assemblée nationale. On était en février, juste avant la crise. Très opportunément, tu as rappelé que le Parlement avait un peu travaillé sur des sujets très urgents. Tu as fait partie d'ailleurs des parlementaires qui ont suivi le traitement de la crise par le gouvernement. Qu'est-ce qui va advenir aujourd'hui? Quel est le calendrier? C'est important parce qu'on a avec nous une présidente de fédération, le président de Pluriance, des professionnels. À quel rythme vont-ils devoir accompagner ce texte et quelle perspective d'avoir une loi aujourd'hui? Alors, le calendrier n'est pas encore fixé. On est en train de discuter avec Emmanuel Bargon de ce calendrier, mais comme tu l'as rappelé, Henri, les sujets sont nombreux. Pour vous en citer quelques-uns, on a les néonicotinoïdes dans la culture de betterave qui arrive à la mi-septembre. On a un projet de loi de simplification, on a un projet de loi contre les séparatismes, on a un projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Enfin, tout ce que vous entendez dans l'actualité et qui va m'occuper aussi en tant que parlementaire, parce que je suis par ailleurs vice-président de la Commission des affaires économiques et donc je me prononce aussi sur d'autres sujets, et tu l'as rappelé Henri, que le logement. Mais en tout cas, je pense que on n'aime pas partager, nous on n'ime pas partager, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que… Je sais bien. Voilà, bon. Bon, il faut apprendre, Bon. donc ce calendrier est chargé, mais je pense que la crise a notamment révélé ce besoin et je pense que cette proposition de loi elle est encore plus nécessaire aujourd'hui et dans les périodes qu'on va traverser et je souhaite qu'elle soit inscrite le plus rapidement dans les prochains mois, qu'elle soit examinée pour rentrer en vigueur le plus vite possible avant la fin de 2021 si possible. Quel est le regard, ensuite je passerai la parole à Daniel Dubrac, comme je m'y suis engagé d'abord, quel est le regard de la nouvelle ministre sur cette proposition de loi? On ne va pas parler de l'appréciation qui a pu être celle du GM de Normandie, il a été appelé à d'autres fonctions. Parlons de l'avenir maintenant. On l'a vu vous réunir les parlementaires, députés, sénateurs, donc d'évidence l'initiative parlementaire, elle a bien voulu me le dire, j'ai été journaliste d'un jour aux entretiens du logement, on a parlé d'initiative parlementaire, elle aime que les parlementaires entrent dans le jeu, c'est ton cas. Sur ce texte particulier, est-ce qu'elle a un avis? Est-ce qu'elle n'a pas encore eu le temps de se pencher sur le sujet? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée, elle a déjà travaillé. Alors, l'avantage, comme j'ai dit à notre nouvelle ministre, c'est que ma proposition de loi ne coûte rien à l'État. Ça, je pense que c'est une bonne chose pour faire inscrire ce texte à l'ordre du jour dans une période où, évidemment,
l'État, et vous avez vu les annonces sur le plan de relance, l'État joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises et des Français pendant cette crise. Elle prend ses marques, j'allais dire, hein, elle le disait elle-même aux entretiens d'Incho CETA où nous étions présents, pour justement faire le point sur les différents sujets. La priorité, c'est évidemment la relance, hein, vous le savez, augmentation du budget de MaPrimeRénov', qui a déjà bien fonctionné depuis le début de l'année et qui va être accentuée. Transformation des friches dans les territoires tendus, justement, pour avoir une offre de logement plus importante. Donc là, on est au mois de septembre, j'allais dire, sur dessiner des lignes du plan de relance dans le logement. Et je pense à nos amis du bâtiment et de la construction qui sont inquiets aussi pour toutes les entreprises du secteur. Et je sais que la ministre s'entretient avec eux pour les intégrer, voir comment on associe à la fois rénovation énergétique et construction dans le neuf, avec les dispositifs que vous connaissez qui doivent être revus ou voire prolongés peut-être, le Pinel, le PTZ, dans des conditions qui seront fixées dans la loi de finances. Mais je dirais que sur la proposition de loi, elle est évidemment attentive. Elle partage le constat et donc elle a envie aussi de bouger les lignes. Maintenant, je lui laisse prendre ses marques pour donner un avis qu'elle formulera, j'imagine, bientôt. Parfait. Merci beaucoup, Michael. Daniel Dubrac. Alors, une question très simple d'abord. Est-ce que le diagnostic que Michael Nogal a fait dans son rapport, qu'il a continué à faire pour asseoir ces 3 propositions, est partagé par l'UNIS? C'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement il y a un problème sur le dépôt de garantie? Est-ce qu'il y a un problème sur les multicautions qui conduit à la discrimination? Est-ce qu'il y a un problème d'insuffisante sécurisation des propriétaires bailleurs aujourd'hui dans notre pays? Et deuxièmement, les réponses qui sont apportées par la proposition de loi, comment l'UNIS les apprécie-t-elle? Est-ce qu'elle est favorable à cette proposition de loi en l'état, avec des réserves, avec des amendements? Voilà, les questions sont assez naturelles. Et derrière, je te relancerai parce que Michael lui-même a évoqué des choses. Est-ce que le texte apporte des réponses qui peuvent discriminer entre les cabinets indépendants et les autres? Ça va être un sujet. On pourra en parler avec Jean-Michel, bien sûr, aussi. Voilà, pour te provoquer un peu, mais on le fait amicalement. C'est vrai que la dernière fois que Michael Nogal s'est retrouvé face à une large assemblée UNIS, c'était un grand anniversaire dans un très beau lieu qui était le Grand Palais. C'était les 10 ans de l'UNIS. Et bon, je ne sais pas, il n'a pas eu que des applaudissements. Alors voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur les applaudissements ou est-ce qu'il y a encore quelques sifflets? Alors ça fait merci de cette opportunité. Ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais y répondre dans l'ordre ou dans le désordre. Déjà sur le fait que le député était présent lors d'une manifestation congrès à UNIS, c'était quelque chose de bien. On s'en est réjoui. Il y a peut-être eu des mouvements d'humeur, mais très très isolés, qui étaient peut-être liés au fait qu'il y avait la question de fournir un service un peu gratuit. Donc c'est vrai que si on veut avoir des professionnels experts sur le sujet, il faut savoir rémunérer au juste prix. C'est bien au niveau d'un syndicat comme le nôtre, qui a quand même été reconnu dans le moment de la crise. Les syndicats ont fait un rôle d'information sur les dispositifs divers et variés. Et le rôle des syndicats est important. Et il faut que les syndicats disent aux adhérents comment faire pour appliquer correctement une loi, que ce soit une loi qui soit celle qui a été modifiée au fil de l'an, comme la loi Elan qui a été aussi remaniée, et la loi sur le logement qui a été remaniée pendant des années, au moins 10 fois en 10 ans. Et puis bien sûr, si la loi avec les 3 articles fait l'objet d'une loi finale, on sera attentif à ce que ça soit appliqué. Alors évidemment, il y a trois dispositifs là qui ont été cités. Nous, sur la position d'UNIS, elle est identique d'ailleurs à Pluriance, que je salue aussi, parce qu'avec Pluriance et UNIS, on représente quand même la majorité du marché professionnel, des professionnels de l'immobilier en gestion locative et en administrateur de biens. Donc nous, sur le mandat total, s'il est facultatif, on est tout à fait d'accord. Voilà. Après, la garantie totale, il va falloir bien regarder comment est-ce que ça va être mis en œuvre, y compris sur la trésorerie. Il faudra avancer en cas d'impayé, mais pour que les relations locatives s'améliorent, il faut que les 2 parties y trouvent un intérêt, et l'intérêt, c'est d'avoir un loyer
qui est payé en temps et en heure, et peut-être de comprendre les difficultés qui sont engendrées par le non-paiement ou peut-être les discussions qui sont entraînées par un non-paiement. Autrement, sur la consignation des dépôts de garantie, bien sûr qu'on est tout à fait d'accord, à condition que ce soit par les professionnels de l'immobilier que nous sommes. Nous avons des garanties, nous avons des assurances, nous avons des logiciels, nous avons un certain nombre de réglementations où on peut donner accès à tout ce qui est documents électroniques, informations comptables en temps réel. Bien, Daniel, je t'interromps à ce stade parce qu'une question nous a été posée en amont, d'ailleurs, c'était hier. Qu'est-ce qui se passe si l'administrateur de biens fait faillite? Voilà, je te la pose, tu viens de répondre, mais il faut y insister. Eh bien, quand une entreprise fait faillite, là, nous avons une garantie financière à concurrence des fonds que nous détenons. Nous avons bien sûr une responsabilité civile professionnelle en cas de difficulté face à cette représentation des fonds, et les sociétés de garantie font leur travail de contrôle régulier. Et puis, de toute façon, si un syndicat, si vous passez par un professionnel qui adhère à un syndicat, si possible à UNIS, vous verrez que si jamais il y avait des informations et des signalements, on serait là pour faire le travail à travers notre déontologie et notre comité de discipline. Alors, on est aussi pour la limitation des garanties, bien sûr. On a parlé de Visal. Nous, on a fait partie des syndicats qui avons fait la promotion de Visal récemment avec Action Logement et gouvernement. Ce qu'on veut dire, c'est que des fois, il peut y avoir des difficultés. Tout à l'heure, monsieur le député citait l'histoire de la garantie de 2 personnes physiques qui sont le papa et la maman, par exemple. Mais on sait bien que des fois, les régimes fiscaux et patrimoniaux ne sont pas les mêmes. Et donc, attention à la différence entre les biens propres de l'un et les biens communs des 2 autres. Voilà, il peut y avoir des difficultés quand même sur qui sont un peu contraignantes. Autrement, que dire? Il faut que la mise en œuvre de la loi, quand elle sera votée, ça soit quelque chose qui soit bien anticipé dans les difficultés qui vont apparaître, que les mesures d'application soient anticipées. On demande souvent ça parce que, vous voyez, après, au dernier moment, on se demande comment on va faire telle et telle modalité. Donc, il faut bien anticiper les mesures d'application. Et puis, il faudrait que si on est bien d'accord autour de la table, avec les professionnels et bien sûr avec monsieur le député, qu'il n'y ait pas des difficultés de dernière minute avec des amendements qui pourraient finalement tout remettre en question, alors qu'on s'est bien mis autour de la table pendant des mois et des mois. On sait bien que le parc locatif privé est morcelé, donc on sait très bien qu'il y a des intérêts peut-être différents, il y a le gré à gré. Bon, nous, à Nice, on essaye d'appliquer la lutte contre la discrimination. On est d'ailleurs lié aux défenseurs des droits. On essaye de bien faire comprendre la décence du logement fourni, c'est important, que les approches sur les applications des encadrements loyers, c'est réel et sérieux, il faut les suivre. Voilà, mais donc on sera vraiment attentif à la suite qui est donnée à cette loi avec le calendrier qui a été évoqué, compte tenu de la difficulté évidemment sanitaire, économique et sociale. Je te relance sur un point. Voilà, je profite de ta présence et tu me quitteras encore une fois avant l'échéance, donc j'abuse, les autres me le pardonneront. Et c'est une question qui me fera rebondir ensuite sur l'intervention de Jean-Michel, juste à ta suite. Tu as parlé du caractère onéreux payant de la consignation de dépôt de garantie. Alors, c'est un sujet, moi j'ai entendu le député, mais il va s'exprimer là-dessus. Parler de gratuité, tu l'as dit, c'est aussi ce mot qui avait déclenché des réactions négatives lors du congrès de l'UNIS, mais à d'autres moments ailleurs, on a entendu des professionnels dire non, ça c'est pas possible. Bon, je t'entends défendre cette idée-là. Donc pour toi, il faudrait qu'il y ait une rémunération. De quel niveau? Ça permet à Jean-Michel de préparer la réponse parce qu'il aura la même question, avec bien sûr la liberté des entreprises, mais tu l'imagines à quel niveau? Tu imagines qu'elle serait payée par qui? Puisqu'on parle d'une créance du locataire, mais on parle aussi d'une relation locative avec un bailleur qui est en face. La difficulté que je vois par rapport à la garantie totale, c'est l'avancement des fonds en cas d'impayé. Donc ça, il faut savoir avec les caisses de garantie comment c'est faisable. Ça, c'est vraiment un point important. Et sur la consignation, tout dépend le travail qu'il y aura à faire. Si c'est juste sur la base d'un papier signé entre les 2 parties, on libère la caution, pourquoi pas. Mais après, vous savez que
on a parlé de la garantie financière, elle est liée au montant que nous détenons à un instant donné, tout compte confondu. Donc, il faut savoir si ça rentre dans la garantie financière ou pas, parce que très clairement, ça, ce n'est pas du tout gratuit, puisque comme ça correspond à un risque et à une assurance, derrière, il y a une cotisation qui en découle. Donc, ne serait-ce que ce point-là, et puis après, libérer, même si c'est des virements automatiques avec une banque qualifiée, ça demande quand même un petit peu de temps de regarder ce que l'on fait. Donc là, ce sont des discussions voilà, qui n'ont pas forcément donné suite à des montants. Bon, après, il y a dans les mandats de gestion, quand on fait de l'appel de quittancement, quand on fait de la gestion technique, plus que locative et administrative, évidemment, on est rémunéré par rapport à ces actes de gestion. Mais c'est un acte de gestion, mais je crois que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est vraiment les garanties financières. Est-ce que cet argent-là fera partie de notre montant plafonné ou pas? Et puis, après, sur la base, la libération du dépôt de garantie, est-ce que ça se fera sans difficulté sur la base unique d'un document? Est-ce qu'il y aura une certification du document? Donc, c'est quand même des questions sur les mesures d'application qui ont besoin d'être déterminées, et sur le traitement des impayés aussi. Voilà. D'accord. Les délais, tout le monde n'est pas Foncia. Nous, on a beaucoup d'indépendants dans notre syndicat professionnel. Foncia est techniquement très armé sur ce type de problématique, mais l'avance de trésorerie, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, Foncia, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Foncia est le leader français de la gestion locative. Voilà, je dis ça. Et puis, je rappelle, comme le disait le député, que les honoraires sont libres, par définition. Voilà. Bien sûr, il y a des prix pratiqués, de même que quand il y a un loyer qui est pratiqué en dehors de tout encadrement, évidemment, hein, il y a des prix du marché. Et bien là, dans les mandats de gérance, il y a des prix de marché aussi. Tout dépend du service. Tu peux rebondir. Michael, pardon? Est-ce que je peux rebondir ou tu voulais… Oui, bien sûr. Alors, j'allais faire intervenir Jean-Michel avant de te redonner la parole, si tu veux bien, parce que je pense qu'il va intervenir sur les mêmes sujets, peut-être dans le même sens. Daniel nous disait qu'il y avait une grande proximité entre les deux institutions. Jean-Michel, et on prendra la peine de revenir vers Daniel sans doute avant qu'elle ne nous quitte. Bon, même question. Pluriance, bien sûr, dès la première heure, s'est penché sur cette proposition de loi avec beaucoup de réserves. J'ai entendu, j'y suis attentif, mais tout le monde a pu voir que des réserves avaient été formulées par Pluriance. Est-ce que cette position, à l'époque réservée, a évolué? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats. Le député n'a pas été avare d'explications. Est-ce que ça a conduit à des évolutions? Vous avez parlé entre vous aussi, hein, entre grands administrateurs de biens majors, avec les organisations professionnelles. Il a aussi été dit par Pluriance que pour en arriver à ce résultat, garantie totale ou séquestre vers les administrateurs de biens, on n'avait pas besoin de loi. Bon, est-ce que cette position a évolué? Et puis, une dernière question, elle n'est pas perverse, mais c'est un sujet, Daniel elle-même évoquait un membre de Pluriance, c'est Foncia, le cabinet d'Aucher que tu pilotes en est un autre, et puis il y a d'autres grandes enseignes. Est-ce qu'il y a unanimité ou est-ce qu'il y a des regards différenciés, distincts des membres de Pluriance, sachant qu'une association doit gérer une diversité aussi? Tout à fait, oui. Je vais essayer de répondre à ces questions dans l'ordre. La première de tes questions, c'était est-ce que Pluriance a évolué? Je ne la prendrai pas dans ce sens-là. C'est la proposition de loi qui a évolué. Pluriance, et tu as raison de le rappeler, était opposé à l'obligation du mandat global, et c'est là-dessus que je pense que tu as des souvenirs de débats peut-être un petit peu animés, mais la proposition du député Nogal a évolué vers une proposition de mandat global optionnel, hein, que nous pourrons proposer. Et dans cette configuration, les membres de Pluriance sont tout à fait d'accord. D'ailleurs, monsieur le député a rappelé que certains des membres de Pluriance avaient déjà une proposition qui allait dans ce sens-là. En effet, c'est Foncia qui, lui, est dû croire de l'ensemble de son risque. Donc, ça veut dire qu'il prend le risque de ses impayés sur ses fonds propres. Il faut une couverture financière effectivement très importante pour pouvoir le faire. Sergic n'est pas dû croire de l'ensemble du risque puisqu'il a un stop loss. Monsieur le député, on en a beaucoup parlé au début de cette possibilité d'avoir une assurance stop loss, c'est-à-dire qu'il va démarrer à un certain seuil de risque. Et donc, Sergic a cette assurance par le haut
qu'il n'a jamais fait jouer. Donc, c'est que l'activité se comporte normalement. Donc là-dessus, je confirme que l'ensemble des membres de Pluriance sont favorables à proposer un mandat global, un mandat qui va au-delà de ce qu'on propose aujourd'hui avec la GLI. Tout à fait d'accord avec un remboursement des loyers dès le premier mois. Est-ce que tu penses, pardon, je t'interromps là-dessus, tu n'es pas le mieux placé, mais enfin, tu vas répondre de bonne foi. Est-ce que tu penses que cette mesure, c'est beaucoup dit sur le chat, j'ai des dizaines de questions là-dessus, va favoriser, Daniel l'a évoqué, cette question en tout cas, les très gros cabinets, les membres de Pluriance. En clair, est-ce que tu as des raisons de te réjouir particulièrement ou est-ce que tu penses que tout le monde va pouvoir assumer cette obligation si ce mandat est demandé par le bailleur? Alors, il n'y a pas d'opposition petit-grand, même si effectivement je représente Pluriance. Pluriance est une association qui avant tout défend les intérêts du métier. Hein, donc, on essaie de prendre en considération les besoins de tout le monde. Mais tu as raison. Sur la taille, sur la couverture financière, il est évident que les entreprises qui ont des capitaux propres importants vont minimiser leurs risques et surtout vont minimiser leurs coûts. Puisque si on reprend un petit peu les discussions qu'on a eues sur le mandat global, il peut y avoir en gros 3 propositions. On va dire celle qui correspond à Foncia, je suis du croire de ce risque-là et donc je travaille sur mes fonds propres. Celui qui est un peu entre les deux, donc avec un stop loss qui va démarrer à un certain niveau de risque, très bien, mais ça veut dire que l'administrateur de biens prend quand même un risque sur, on va dire, une partie de ces impayés et après l'assurance prendra. Mais on a également la possibilité de travailler avec un risque zéro, c'est-à-dire un impayé dès le premier jour. Et d'ailleurs, Pluriance a travaillé dans ce sens-là avec le métier des assureurs, SADA, SMA, Crédit Agricole, pour essayer de construire, et on l'a fait très tôt, on l'a fait même avant le confinement, on a continué à travailler avant le confinement, pour essayer de construire un produit de service, un produit d'assurance, qui va couvrir tous ces points-là. Donc, la difficulté, elle n'est pas d'opposer les petits et les grands, mais par contre, il est vrai que le coût de ce service va être un petit peu différent entre le choix de prendre quelque chose ceinture et bretelle, une assurance, on va dire, dès le premier euro, quelque chose qui est un petit peu entre les deux avec un stop loss sur lequel on mettrait un cut un peu plus élevé, et le troisième, mais qui est vraiment réservé à des très grosses unités type Foncia, qui est le du croire à 100%. Donc, voilà en quoi la différence entre les petits et les gros peut jouer. Je rajouterai peut-être quelque chose en prime. La différence, elle va également jouer en fonction de la localisation de l'administrateur de biens. Il ne faut pas se leurrer, il y a des quartiers, des arrondissements ou des départements sur lesquels le taux d'impayé est plus important qu'ailleurs. Donc, c'est vrai que là, l'assureur va forcément à un moment donné prendre en compte le risque de votre département. Ils le font pour les voitures, hein, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas pour la localisation du cabinet. Donc voilà, pour moi, je pense que sur ce mandat global, qu'on peut très bien appeler mandat nogal, la profession est alignée complètement. D'accord. Après, effectivement, la construction de ce mandat, il va pas être, tout le monde ne sera pas égal devant ce mandat. Puisque quoi qu'il en soit, c'est un mandat qui va coûter quelque chose, qu'on prenne de l'assurance ou pas, c'est un mandat qui va venir surenchérir un petit peu le coût de notre mandat classique. Alors, on va y revenir avec le député parce que la question d'argent, c'est un peu, je l'ai dit, mais je ne mens pas, ce qui a valu des réactions un peu fraîches, par exemple au Congrès de l'UNIS, mais à d'autres endroits aussi. Donc, on va y revenir avec Michael Nogal. Sur la caution unique, il y a des objections. J'ai beaucoup de questions aussi. Daniel nous a dit, dans certains cas, attention, ton regard là-dessus, ton regard de principe et puis ton regard aussi de praticien, est-ce que ça peut poser des problèmes dans certaines situations, cette interdiction de prendre plusieurs cautions? Voilà, merci. Voilà, alors pour moi, là-dessus, on est 100% aligné. Il faut arrêter avec la surenchère des cautions et des machins et aller chercher l'arrière-grand-mère si besoin. Non, un seul garant ou une seule caution me paraît tout à fait raisonnable. Voilà. Alors, peut-être un cas particulier pour les étudiants, où là, très souvent, effectivement, on demande aux parents et aux deux parents d'être caution. Mais pour nous, là-dessus, il n'y a franchement pas débat. Il faut arrêter avec la surenchère. Alors, avant que je passe la main à Benjamin, parce qu'il l'a levé, puissance invitante oblige, je vais lui donner la parole, quoi qu'il en soit, même avant Michael. Mais ton regard sur la dernière disposition, alors là aussi, j'avais entendu quelques nuances. Est-ce qu'aujourd'hui, ce séquestre qui serait obligatoire
dans les mains du tiers de confiance que serait l'administrateur de biens. Ça convient à Pluriance. Est-ce que les membres de Pluriance sont prêts à apporter en effet ce service? Et la question du coût, parce que Daniel a été très clair là-dessus, je vais te demander la même clarté. Tout à fait d'accord avec le séquestre des dépôts de garantie par notre profession. Ça renforce notre rôle de tiers de confiance. Daniel l'a très bien rappelé, nous avons une armada de sécurisation dans nos sociétés. La caisse de garantie qui vient contrôler annuellement, notre RCP, etc. Donc, on est outillé effectivement pour gérer ça. Je dissociais peut-être deux catégories, intermédiaires et non intermédiaires. Je vais vous dire, sur les intermédiaires, il n'y a pas débat. Aujourd'hui, on va dire que Paris a pris un mauvais tournant, si j'ose dire, mais depuis quelques années, les DG sont reversés aux propriétaires. C'est un phénomène qui est plus parisien que provincial. En province, les DG sont conservés par l'administrateur de biens. Pourquoi? Parce que les loyers sont plus élevés et que les propriétaires probablement, et ça a attisé plus de récupérer. Ouais, probablement. Je n'ai pas de certitude là-dessus, mais en tous les cas, c'est un état de fait. Donc aujourd'hui, on va dire qu'à la limite, pour les mandats intermédiaires, le fait que l'administrateur de biens ait l'obligation de séquestrer le dépôt de garantie ne pose aucun problème. C'est ce qui est pratiqué dans 90% de la France, sauf à Paris. Le vrai sujet, c'est évidemment les mandats non intermédiaires, c'est donc l'allocation en direct entre le propriétaire et le bailleur, où là, bien évidemment, on n'est pas du tout contre le principe. Par contre, Daniel l'a plutôt bien dit, il va falloir travailler le sujet. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça. Effectivement, il y a des coûts, puisqu'on va recevoir dans nos agences un locataire. Un locataire, on ne le connaît pas. Hein. Un bailleur, on pourrait avoir une attache avec lui, lui proposer un mandat a posteriori, etc. Le locataire qui vient, on ne le connaît pas, et notre rapport avec lui, il est très faible, très distant. Donc, on a une action qui est de créer un compte comptable pour lui, de l'intégrer dans nos outils de gestion, de prendre sa caution, de la mettre sur un compte. Évidemment, le calcul de la pointe pour les fonds détenus qui est garanti, ça a un coût aussi. Donc, cette action de séquestre, elle a un coût. J'ai entendu l'argument qui était de dire, mais bon, le fait de faire venir en agence des locataires que nous ne connaissons pas, est-ce que ça peut être un argument pour ensuite proposer autre chose? Je vous rappelle que c'est un locataire qu'on ne connaît pas. Hein, donc, à la limite, si c'était des propriétaires qui venaient, on pourrait essayer d'avoir une relation commerciale avec eux. Avec un locataire, c'est plus compliqué. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des membres de Pluriance est tout à fait favorable à ce séquestre des dépôts de garantie. Je peux même vous dire que le Foncia dont vous parliez tout à l'heure a réfléchi à ce sujet de manière assez forte, de manière à créer un outil en ligne, puisque bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très light pour éviter les déplacements, pour éviter de multiplier les contacts et donc les coûts. Donc oui, on est aligné. Le vrai sujet, c'est comment on va habiller ce mandat un petit peu particulier de séquestre avec les locataires. Un point, et je conclurai là-dessus, dans les propositions de Michael Nogal au démarrage, les 34 propositions, beaucoup ont disparu alors qu'elles étaient très favorables au marché. À mon avis, elles concouraient à une meilleure relation entre les bailleurs et les locataires. Juste un exemple, la grille de vétusté. La grille de vétusté, pour moi, est le complément idéal du séquestre de dépôt de garantie, car elle enlève toute subjectivité au fait que vous ayez une trace de doigt sur votre peinture, alors que ça fait 7 ou 8 ans que vous êtes dans cet appartement. La grille de vétusté, ça fonctionne parfaitement bien dans le social. Pourquoi ne pas copier? Ce sont des confrères, ils ont quelque chose qui marche. Donc pour moi, voilà, la grille de vétusté est un point qui, à mon avis, doit être réintroduit, est un bon complément du dépôt de garantie. Pour conclure, Henri, vous avez pensé qu'à un moment donné, on l'a dit d'ailleurs, qu'on n'était pas favorable à un passage devant l'Assemblée nationale, donc pas favorable à une loi. Oui, c'est toujours vrai, si j'ose dire. Demain, avec monsieur le député, on se tape dans la main et on fait un mandat Nogal et on l'appliquera dans nos boîtes, que ça nous conviendrait parfaitement. Pourquoi? Le passage à l'Assemblée nationale va forcément créer le débat. L'Assemblée nationale est là pour ça. Elle n'est pas là uniquement pour entériner les 3 propositions de la PPL Nogal, qui sont, et je vous le répète, donc parfaitement admises et soutenues par la profession. On peut avoir des amendements. Moi, quand je lis aujourd'hui les propositions sur le logement qui ont été faites par les Insoumis, et que je me dis que cette force politique à l'Assemblée nationale peut influer sur la décision de l'Assemblée nationale et donc sur l'avenir ou des compléments apportés aux propositions du député, voilà, je me dis juste que là, on prend un risque. On est d'accord sur les 3 propositions, on est prêt à taper dans la main. Aller devant l'Assemblée, c'est un risque.
Tu es très clair, le député répondra. J'intercale une intervention de Benjamin et ensuite la parole est à Michael Nogal, avant qu'on aille vers Jean-Jacques Olivier, bien sûr. Michael non, pardon, Benjamin. Bon, Benjamin, alors il va passer son tour. Il n'aura pas oublié ça. Ah, ça y est, c'est bon, j'entends sa voix. Oui, non, j'aimerais revenir sur Jean-Michel. Il a bien défini les trois cas. J'aimerais quand même relever le fait que dans la mission de l'administrateur de biens, il y a le choix du locataire et l'étude du dossier du locataire. Et c'est pour ça que l'UNIS Île-de-France, ayant aussi beaucoup travaillé sur le sujet, trouvait que l'implication d'un mandat, en tout cas d'une proposition d'un mandat avec une garantie totale, allait dans le sens d'augmenter l'intermédiation, puisque en fait, ça reprend toutes les actions du professionnel pour le compte du bailleur. Et effectivement, le taux d'assurance loyer impayé serait différent en fonction des régions, en fonction des différentes localisations. Mais encore une fois, c'est assez vrai partout. Et même dans tous les métiers, on voit cette représentation. On ne paye pas forcément le même prix, mais pour autant, ça apporte des résultats et surtout la confiance des clients. Dernière chose, 2/3 de biens non gérés par un professionnel en France, d'après nous, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut, je ne sais pas si ça sera ce projet de loi là ou cette proposition de loi, mais en tout état de cause, il faut réconcilier bailleurs et locataires. Moi, j'ai même le souvenir d'un congrès de l'UNIS à Lyon. J'ai été invité qui avait suggéré que le recours aux professionnels soit obligatoire. Alors, ce n'est pas cette voie qui est empruntée, mais en tout cas, c'est bien la voie de réintermédier qui est choisie par le député. Je crois que ça n'a échappé à aucun d'entre vous, vous l'avez rappelé. Michael Nogal, j'allais dire, la parole est à la défense. Bon, il n'y a pas d'attaque, mais il y a eu des prises de position, par exemple, sur le coût du séquestre. Sur le coût aussi, Jean-Michel l'a dit, on n'en avait pas parlé. C'est important, le coût de ce mandat. En clair, j'entends que le mandat sécurisant serait plus cher pour le propriétaire bailleur que le mandat de base. Voilà, donc la question de l'argent, le prix du service dans la liberté, hein, Daniel l'a répété, de toute façon, les entreprises sont libres, mais l'intention du législateur là-dessus, même si ce ne sera pas écrit, quelle est-elle? Et puis j'ai des questions aussi, peut-être que tu peux anticiper là-dessus, sur la caution unique. Il y a des questions techniques, hein. On a des professionnels avec nous parmi les participants, c'est évident. On me dit par exemple les couples non mariés, est-ce qu'il faudrait que chacun, néanmoins, puisqu'il serait non marié, apporte, lorsqu'ils sont co-titulaires du bail, apporte une caution chacun, ou est-ce qu'une seule pour les deux? Voilà, donc est-ce que déjà il y a eu une réflexion sur les cas particuliers? On a parlé des étudiants aussi qui pourraient motiver une entorse en quelque sorte. Voilà, donc c'est assez technique, mais c'est important. J'ai l'impression que là, il y a un accord sur le principe, mais des objections très pragmatiques. Oui, merci. Je vais essayer d'être le plus bref et concis possible pour laisser la place aussi aux autres questions et aux autres intervenants. D'abord, peut-être faire un point de méthode et rebondir à ce qu'a dit Daniel Lubrac tout à l'heure et qui a été évoqué aussi par Jean-Michel Camison, à savoir que ma méthode de travail, et puis les personnes qui sont ici le savent bien, ça a été la concertation. Depuis 2019, depuis début 2019, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup auditionné, je me suis beaucoup déplacé dans les territoires pour aller au contact de tous les professionnels et construire avec eux, avec vous, les propositions. J'ai aussi vu les associations de propriétaires, de locataires, les associations de consommateurs, parce que j'ai vraiment à cœur de réconcilier les Français où qu'ils soient aujourd'hui, du côté des propriétaires, du côté des locataires. On a eu beaucoup d'opposition. Moi, je veux vraiment qu'on dépasse ce clivage habituel. Un autre point de méthode, c'est celui de l'examen au Parlement. Jean-Michel Camison le disait, une proposition de loi inscrite à l'Assemblée puis au Sénat, c'est une proposition de loi qui évolue. Comme la loi Elan a évolué, vous avez vu combien elle a évolué. Elle a pris de l'embonpoint notamment. Oui, un petit peu. Ma proposition de loi ne fera pas exception.
Et d'ailleurs, j'insiste aussi pour dire que malgré tout, cette proposition de loi est parfois perçue, en tout cas c'est les critiques que j'ai pu recevoir, comme étant trop favorable aux professionnels de l'immobilier, aux administrateurs de biens, puisqu'on parle de gestion locative. Donc d'abord, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait que les mesures en particulier la première, la consignation des dépôts de garantie, et la troisième mesure qui est le mandat de gestion de sécurisation totale, ne font pas l'unanimité. J'ai eu le plaisir de retrouver la semaine dernière Corinne Joly, présidente de PAP. Évidemment, il y a aussi un historique entre PAP et les professionnels de l'immobilier, mais PAP, et comme le rappelait Benjamin Darmony tout à l'heure, 2/3 des propriétaires bailleurs aujourd'hui sont en gestion directe et non déléguée. Donc, il faut aussi prendre en compte les aspirations des Français qui, jusqu'à aujourd'hui, ont privilégié la gestion de particulier à particulier. Et là, dans ce cadre-là, la mesure qui a reçu le plus de critiques, en tout cas, qui a été la plus commentée, et je pense à l'UNPI et à PAP pour ne pas les citer, ça a été la consignation des dépôts de garantie. Parce que c'est au final la seule mesure, j'allais dire, contraignante. La confiscation, c'est le mot qui a été utilisé, monsieur le député. Oui, je reviendrai sur le mot confiscation, pourquoi il ne faut pas l'utiliser, pourquoi ce n'est pas juste de l'utiliser. Mais la question, par exemple, du mandat de gestion, à partir du moment où on n'oblige pas un propriétaire à passer par un professionnel de l'immobilier, chez les associations, ça ne pose pas de question. C'est la liberté du propriétaire. Donc voilà. Mais je reviens sur le sujet de la consignation pour dire qu'en effet, il serait question demain d'avoir donc une très grande partie, 2/3 des dépôts de garantie qui sont aujourd'hui chez les propriétaires, mais du coup, les amener vers un intermédiaire. Pour ceux qui ont suivi mes travaux, vous savez qu'au départ, j'avais privilégié l'option d'un organisme tiers agréé par l'État, sur le principe de ce qui se fait au Royaume-Uni, alors que dans d'autres pays, c'est auprès des banques ou auprès des ADB que se fait la consignation de l'ensemble des dépôts de garantie du parc locatif privé. Et j'insiste. Je salue Daniel Dubrac qui nous quitte simplement sans t'interrompre, monsieur le député. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Mais on se voit très bientôt, donc on aura l'occasion. Oui, absolument. Et de défendre la consignation du dépôt de garantie chez les professionnels. Merci en tout cas, je voulais le dire, monsieur le député, de l'opportunité d'avoir travaillé sur ce sujet-là et de faire confiance aux professionnels, même s'il reste encore des petits sujets de coordination. Daniel, j'intercale là, allez, en 2 secondes, une question. Michael, je pense qu'il sera sensible. Est-ce que tu serais ouverte à ce qu'il y ait d'autres professionnels ou d'autres institutions que les administrateurs de biens qui puissent séquestrer? C'est-à-dire cette exclusivité, est-ce que tu serais prête à accepter qu'elle soit rompue? Alors, je poserai la question aux autres. Hein. On est à 100% pour l'exclusivité, voilà, parce qu'on a les garanties et comme on est un syndicat avec des adhérents, on fera appliquer la loi jusqu'à sa dernière ligne. Donc, on est vraiment pour l'exclusivité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Mais Henri, du coup, tu me fais une bonne transition avec ce sujet auquel c'est un métier, hein, c'est un métier. Voilà, tu fais ça très bien. Sujet de fond sur la consignation, puisque en fait, depuis le début de l'année et pendant le confinement, beaucoup de gens ont travaillé sur ce sujet de la consignation des dépôts de garantie. Là aussi, hein, je ne prétends pas réinventer, je me suis inspiré de ce qui se faisait à l'étranger et par rapport à mes analyses, à mon diagnostic du marché, j'ai proposé cette consignation auprès des ADB. Pourquoi moi, et je le précise pour ceux qui me diraient c'est du favoritisme par rapport aux agences immobilières, j'ai arrêté cette position parce que au moment où j'ai publié la proposition de loi, j'allais dire c'était le modèle le plus abouti et le plus sûr pour j'allais dire que ces fonds soient sécurisés, ça a été dit, et je le rappelle moi-même très souvent, les professionnels payent une garantie financière pour protéger les fonds. Tu as évoqué en introduction, Henri, la question de la faillite potentielle d'un cabinet. Eh bien, les locataires et les propriétaires doivent savoir que leurs fonds sont protégés. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas la proximité aussi, le maillage des administrateurs de biens? Oui, bien sûr. Ils sont 10 000 hein, en gros en France, c'est pas rien sur le territoire. Bien sûr, je pense que le maillage territorial est un atout, même si encore une fois, ce n'est pas la seule solution possible. Et là-dessus,
c'est vrai que j'ai eu des remarques de la part de plusieurs collègues parlementaires et puis de la part d'organismes privés et publics à l'extérieur qui, du coup, sont aussi intéressés par la gestion de ces dépôts de garantie. En premier lieu, les notaires qui peuvent aussi pratiquer l'administration de biens, qui m'ont demandé à pouvoir consigner ces dépôts de garantie. Et puis des entreprises, par exemple, des très petites comme des très grandes. Dans les très grandes, je citerai Le Bon Coin, qui est disposé à gérer et à faire la consignation des dépôts de garantie, ou dans les organismes publics, l'ANIL, l'Agence nationale d'information sur le logement, qui est structurée dans chaque département, donc là aussi on a un maillage territorial, et qui réfléchit à pouvoir proposer cette prestation de consignation des dépôts de garantie. Alors avec un partenariat, parce que l'ANIL n'est pas à ce jour habilité à recevoir des fonds. Avec un établissement bancaire partenaire et tout un modèle sur lequel ils ont réfléchi. Je dis ça, et après je vais en venir aux questions du coût, parce que si certains administrateurs de biens ne voient pas l'intérêt de la consignation de tous les dépôts de garantie, d'autres entités privées et publiques à l'extérieur, elles, le voient très bien. Et moi, j'avais fixé un impératif dès le départ, et ça vaut encore plus dans cette période de crise que l'on traverse, c'est-à-dire que je ne veux pas, la consignation serait quelque chose d'imposé par la loi, mais du coup, parce que c'est imposé, je ne veux pas que ça ait un coût supplémentaire pour le propriétaire ou pour le locataire. Et donc, même si ça a un coût de gestion, de garantie financière pour les personnes, les ADB, qui feraient cette consignation, je souhaite, et c'est vraiment un impératif, je suis attaché à la consignation et à la gratuité pour le propriétaire et pour le locataire, avant tout le reste. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'impact sur le pouvoir d'achat des Français, qu'ils soient propriétaires ou locataires, sur la question des dépôts de garantie. Je dis ça parce qu'en fait, la consignation est pour moi le meilleur moyen de déverrouiller, de décrisper la relation entre propriétaire et locataire, parce qu'elle suscite, ce dépôt de garantie suscite beaucoup de conflits, mais je ne vais pas, moi, parlementaire, aller créer des mesures qui ont un coût pour les Français dans la période qu'on est en train de traverser. Alors, je vais te pousser en anti-retranchement là-dessus. Oui. Je vais te pousser en anti-retranchement. Je vais me faire sans doute la voix aussi de Daniel qui nous a quittés ou de Jean-Michel qui n'a pas besoin de moi, mais je vais anticiper un peu. D'abord, est-ce que la gratuité pour toi, c'est zéro? Est-ce que tu appellerais gratuité quelques dizaines d'euros, par exemple? Je pose la question très simplement. Et deuxièmement, si on maintient la gratuité, Jean-Michel et Daniel parlaient voilà, du coût pour l'entreprise et un modèle économique. Jean-Michel disait, moi, on me dit que le locataire, ça va me permettre de prendre un mandat, mais déjà, c'est le bailleur qui peut me le donner. Bon. Quels bénéfices collatéraux pourraient permettre à un administrateur de biens de dire, bon, allez, je ne prends rien, mais je vais m'y retrouver. Comment tu vois les choses? Et puis, bien sûr, Jean-Michel va réagir, mais je donnerai d'abord la parole à Jean-Jacques Olivier, bien évidemment. Alors, la réponse à la première question, en 3 lettres, non. Non, je ne souhaite pas que… Gratuit, c'est zéro. Gratuit, c'est zéro. Bon. Gratuit, c'est zéro. Et j'insiste sur le fait que, parce que le débat va avoir lieu au moment où la proposition de loi va arriver au Parlement, que cette proposition de loi de mettre tous les dépôts de garantie chez les ADB ne tient que par la gratuité, à partir du moment où d'autres acteurs attendent et se positionnent aujourd'hui pour faire cette consignation à titre totalement gracieux. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de coût, ni pour l'ANIL, ni pour Le Bon Coin. Ça veut dire que ces différentes entités y voient un intérêt, et c'est aujourd'hui aussi aux administrateurs de biens avoir l'intérêt de cette consignation, quand bien même il y a des coûts de gestion et une garantie financière, puisqu'il faut assurer ses fonds. Qu'est-ce que c'est l'intérêt? Alors là, je renverse les rôles parce que tu n'es pas administrateur de biens, mais tu connais bien le métier. Je ne suis pas consultant en stratégie. Voilà, c'est ça. Bon. Ça viendra peut-être. Mais on en connaît, ils t'écoutent. Non, mais il y a des entrepreneurs. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Je reprendrai un chiffre simple qui a été rappelé par Benjamin Darmoni tout à l'heure. 2/3 des propriétaires bailleurs aujourd'hui préfèrent gérer seuls que par un intermédiaire. Jean-Michel Canizon disait dépôt de garantie par le locataire. C'est vrai que là aussi, je suis prêt à en discuter, de savoir les modalités précises du dépôt de garantie.
moi, je pense qu'il est préférable que ce soit le locataire qui le dépose, mais dans un dépôt de garantie déposé par le locataire, vous avez aussi le contact du propriétaire bailleur. Et ça, que ce soit les ADB, que ce soit l'ANIL ou peu importe quelle autre entité publique ou privée à côté, vous avez accès à de la donnée et à des personnes physiques que vous pouvez, à qui vous pouvez proposer des services. Et après, j'allais dire, c'est la stratégie de développement, c'est du commercial qui là, là j'allais dire, je n'ai pas mon mot à dire sur la stratégie des uns et des autres. Donc, très concrètement, je creuse hein, sur ce que disait Jean-Michel, c'est important. Certes, c'est une créance du locataire, il faut le rappeler, donc c'est son argent qui vient confier le temps de l'occupation du logement jusqu'à la sortie. Mais le propriétaire bailleur, il va apparaître à un moment donné, au moins ses coordonnées vont être connues nécessairement de l'administrateur de biens. L'idée, c'est que donc, si par exemple on part sur un modèle où le locataire dépose ce dépôt de garantie, encore une fois, moi je suis attaché au dépôt de garantie et certains m'ont proposé de le supprimer complètement. Je pense que ce serait désastreux comme signal envoyé aux propriétaires. J'allais poser la question, c'est bien. Je rappelle que l'UNPI donc, a parlé de confiscation des dépôts de garantie et on ne peut factuellement pas parler de confiscation puisque cet argent n'appartient pas dans la loi, il n'appartient pas au propriétaire bailleur. Par contre, ce que j'ai toujours rappelé, c'est que le propriétaire bailleur doit pouvoir compter dessus. Et c'est pour ça que je suis attaché à ce qu'on garde le dépôt de garantie parce que ça responsabilise aussi et parce que ça reste, j'allais dire, un levier pour des choses très banales, sans rentrer dans un conflit entre un propriétaire et un locataire, hein, mais l'entretien de la chaudière ou, je ne sais pas moi, des éléments manquants dans un meublé, ben, le propriétaire décide de retenir une partie du dépôt de garantie, il est tout à fait dans son droit, c'est tout à fait légitime, et ça n'appelle même pas, j'allais dire, de contestation, de conflit particulier. Donc, on garde le dépôt de garantie, mais il n'est pas question de confiscation puisque cet argent initialement appartient au locataire et c'est de l'argent, une créance sur laquelle le propriétaire bailleur doit pouvoir compter en fonction de la loi. Et je rebondis aussi sur ce que disait Jean-Michel Camison et je le rejoins totalement et je pense que ma réponse va le satisfaire, mais le chantier sur la grille de vétusté n'est pas du tout mis de côté, sauf qu'il est réglementaire et que je veux travailler avec la ministre sur justement son développement, mais ce ne sera pas dans la loi, ce sera sur le plan réglementaire. Et donc là, c'est aussi le ministère qui peut inscrire cette grille de vétusté unique. Mais je souhaite qu'on poursuive ce travail, comme sur d'autres, par exemple, j'avais proposé dans mon rapport loi en confiance la création d'un observatoire des délais de traitement des procédures d'expulsion. Je pense que le sujet des expulsions suscite beaucoup de réactions parce qu'on est dans l'affect, parfois dans le fantasme aussi, mais je voudrais qu'on remette et qu'on ait des données, encore une fois, je reviens sur les données, mais des données les plus justes possibles. Ça, c'est de l'ordre réglementaire, mais je souhaite qu'on fasse aboutir aussi ces chantiers-là. Michael, deux choses rapidement. La Caisse des dépôts et consignations sont des questions qui nous sont posées. Pourquoi pas la Caisse des dépôts? Et dernière chose, je reviens au propos de Jean-Michel, le mandat de garantie totale, dans ton esprit, ce ne sera pas dans la loi. Est-ce qu'il peut motiver une majoration du prix par rapport, ou est-ce qu'avec la même logique que tu dis, bah non, il faut sécuriser le bailleur, il faut que les administrateurs de biens rasent gratis, en quelque sorte? Alors, sur la question de la Caisse des dépôts, je travaille beaucoup avec eux évidemment sur les sujets logement, mais la Caisse des dépôts ne souhaite pas, en fait, pour rappeler l'historique, ça avait été un sujet qui en 2016-2017 avait été évoqué. À l'époque, l'ancienne direction de la Caisse des dépôts regardait ce sujet de la consignation des dépôts de garantie. La direction depuis avait changé et ne souhaitait pas se positionner comme étant un intermédiaire dans le parc locatif privé sur la gestion des dépôts de garantie. On rappelle que ça fait quelque chose comme 4 milliards et demi, hein, les dépôts de garantie. Ça n'est pas rien. Hein. À terme, puisque j'insiste, mais toutes les mesures de ma proposition de loi ne rentrent en vigueur que pour les nouveaux baux signés, pas pour les baux en cours. Donc, j'avais dit, il faudra plusieurs années, évidemment, pour que l'on arrive à ces montants. Sur la question du mandat obligatoire, au départ, pourquoi moi je voulais avoir un mandat obligatoire, c'est-à-dire un mandat de sécurisation totale obligatoire, parce que je pensais que le message envoyé aux Français, aux propriétaires bailleurs, serait plus simple si on avait d'un côté
un parc géré de particulier à particulier. Sans garantie. Alors, sans garantie, ou en tout cas avec des garanties qui existent, mais qui ne sont pas totales, que j'appelle, qui ne sont pas des garanties totales. Visal, pour prendre un exemple, est une très bonne garantie. Et avec Julien de Normandie, on en avait beaucoup fait la promotion, mais c'est une garantie qui a certaines limites. Je rappelle par exemple la prise en charge des dégradations n'est couverte qu'à hauteur de 2 mois de loyer. Les loyers eux-mêmes sont plafonnés, c'est-à-dire que tous les candidats ne sont pas éligibles. Cela concerne tous les moins de 30 ans, mais vous avez une partie de la population locataire qui ne correspond pas à ces critères. Et donc, ce n'est pas une solution pour tout le monde. Malgré tout, ça reste une bonne solution. Et j'invite à la fois les ADB et les propriétaires bailleurs à la regarder parce que c'est franchement intéressant. Et les équipes d'Action Logement Service et de l'APAGL qui gèrent ce dispositif font un gros travail et sont assez réactifs. Donc voilà, ça marche très bien. Parfait. Terminé donc sur ce mandat obligatoire qui est devenu un mandat facultatif, j'ai la conviction que par son intérêt et par les attentes des propriétaires bailleurs, il n'y a pas forcément besoin de le rendre obligatoire dans la loi et il s'imposera de lui-même. Je suis certain qu'il s'imposera de lui-même parce que cela correspond à l'attente de la majorité des propriétaires bailleurs et encore plus en sortie de confinement et dans le cadre de cette crise que l'on traverse. Et enfin, merci mille fois. Pardon, vas-y, termine. Sur la caution, là aussi, je suis assez ouvert aux discussions. Maintenant, ma limite, c'est celle-là, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu le sujet, mais de laisser deux parents. D'abord, il faut savoir, et j'ai été dans cette situation quand j'étais étudiant, que je n'ai pu compter que sur un parent pour… Tout le monde n'a pas les 2 parents, tout à fait. Voilà, et pour différentes raisons, hein, mais tout à fait. Pas forcément proche de vos 2 parents. Et donc, quand vous avez un seul parent, mettez-vous à la place aussi des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants et garantir l'accès au logement de leurs enfants. À la fois, je disais tout à l'heure, c'est un dispositif injuste socialement et qui met beaucoup plus de gens sur le côté qu'il ne permet d'en intégrer. Donc, à la question, est-ce qu'on ne pourrait pas monter à 2 garants au lieu d'1 ? Ma réponse, elle est non, parce qu'il faut qu'on apprenne à se tourner vers des dispositifs qui, eux, sont objectifs, qui ne sont pas forcément payants. Je reprends l'exemple de Visal. Il existe aussi des GLI qui continueront à exister demain, mais qui, voilà, tout ça, ce ne sont pas des dispositifs obligatoires et contraignants. Ils répondent à des besoins différents, ils existent et ils continueront à exister. Merci beaucoup. Jean-Jacques Olivier, parce qu'autrement, je ne vais plus pouvoir le regarder en face et j'ai de l'amitié pour lui, pas seulement d'estime professionnelle. Merci beaucoup de ta patience, mais voilà, je voulais vraiment que Daniel parle et puis voilà, l'enchaînement des choses. Alors, je ne sais pas si ton rôle, en arrivant après eux, est facilité ou compliqué. En tout cas, tu as des prises de position auxquelles tu peux réagir dans ta propre communauté professionnelle, exprimées par le député. Je sais que tu as été très, très en pointe, c'est-à-dire offensif aussi sur la question de la discrimination entre les petits et les gros, sur la question de la garantie totale qu'on vient d'évoquer. Voilà, donc le point de vue de l'Anacofi, ton point de vue, c'est vrai que tu connais intimement le métier de l'administration de biens et de manière très concrète, donc ton regard. Bon, ben merci. Je vais essayer, vu l'heure, d'être très synthétique. T'inquiète pas, on se donnera le temps qu'il faut. Je ne vais pas te couper. Bon. D'abord, globalement, nous, on est favorable à cette proposition de loi dans sa globalité. Même si, d'ailleurs, on pourrait signaler, dire que le régime français, rapport bailleur-locataire, est un régime très bien équilibré par rapport à d'autres pays européens. Mais bon, cette proposition de loi est intéressante à divers titres. Nous, à l'époque, notamment en février, il y a un point qui nous a fait réagir de façon assez vive, et je vais y revenir dessus, c'est sur ce fameux mandat, je dirais, nouveau mandat de sécurisation sociale, même si j'ai bien compris qu'il était aujourd'hui devenu facultatif, même si j'entends bien M. le député dire, mais il est facultatif, mais il s'imposera de lui-même. Nous, la réflexion qu'on a portée sur ce principe, en disant oui, pourquoi pas, mais si on ne va pas plus loin, ça risque d'être dangereux. Pourquoi? Je m'explique. À travers ce mandat, on fait passer le professionnel d'une obligation de moyens à une obligation de résultat.
Ça, c'est certain. C'est-à-dire que hier, le risque locatif, sauf si on est assuré, était porté sur le propriétaire. Demain, il va porter sur le professionnel. Donc, on transfère le risque. Et en économie, il y a un principe, je dirais, intangible, c'est que la marge revient à celui qui supporte le risque. Et je me dis, si il ne se passe rien autour de ça, je vais y revenir, ça me paraît compliqué de tenir d'un point de vue économique. Alors on dit, mais oui, mais c'est pas grave parce que le professionnel va pouvoir s'assurer. Et puis c'est pas grave non plus parce que finalement, globalement, le volume d'impayés, c'est 2%. Donc moi, j'ai deux réactions par rapport à ça. Et ce sont deux réactions d'expérience. D'abord, oui, aujourd'hui, c'est 2%, mais on l'a vu notamment aux États-Unis, on peut passer de 2 à 20% de façon très rapide, suivant les aléas. Et je ne vous fais pas le dessin si demain on avait d'autres pandémies et qu'on nous dise, commençons comme on le voit aujourd'hui dans le commerce et le bureau par ne pas payer le loyer, ça peut aller très très vite. Bon. Et la conséquence de ça, c'est que la compagnie d'assurance, elle réagira. Et tu le sais, moi j'ai géré en son temps plus de 22 000 logements, j'étais investi à 36% sur la GRL, donc j'avais la couverture publique, j'avais la couverture privée, et je sais les coûts, comment c'est parti d'une année sur l'autre, et quand ça part en vrille, ça coûte cher. Et si ça coûte cher, comme de toute façon c'est une charge qui va peser sur le professionnel, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu même des coûts d'assurance qui étaient quasiment au coût du mandat de gestion. Je me dis, qui va pouvoir tenir? Dans des cas comme ça, c'est normal, les plus gros tiennent et les plus petits sont en difficulté. Donc, moi je dis, en l'état actuel, surtout que dans la proposition de loi, rien, est-ce que pour autant on aura moins d'impayés? Non. Rien n'est fait, ce n'est pas un reproche, mais rien n'a été prévu pour essayer de réduire ces impayés. Donc, est-ce qu'on aura moins d'impayés? Non. Est-ce que pour autant on aura un meilleur rapport entre le bailleur et le locataire sur ce point-là? Je ne suis pas sûr, parce qu'en responsabilisant encore plus le professionnel, on déresponsabilise l'investisseur. Et donc, si moi on me dit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gêne, je vais toucher mon loyer tous les mois, je ne suis pas sûr que de temps en temps, je ferai les travaux nécessaires pour peut-être l'amélioration de mon bien. Mais ça, alors, parenthèse, si tu permets, Jean-Jacques, j'ai une observation aussi du président de l'UNPI Paris, qui n'est pas avec nous, mais qui nous écoute, et qui dit ça va aussi déresponsabiliser le locataire qui va se dire, puisque mon propriétaire est protégé par l'administrateur de biens, je ne vais pas payer mon loyer. Voilà, ce qu'on appelle l'aléa. C'est autre chose, mais en tout cas, voilà, il y a un risque que le propriétaire, ce qui est logique en plus. Bon, voilà. Donc moi, je me dis… Michael saura répondre comme ça à toutes ces objections. Je me dis, on a un principe, c'est que la marge doit suivre celui qui supporte le risque. Et là, on n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. Donc moi, ce que je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Allons plus loin. Si on veut imposer un contrat comme ça, comment permettre, je dirais, à cet administrateur de biens de ne pas avoir des charges supplémentaires qui vont être le coût de l'assurance et qui seront sûrement négociées, mais dont on sait pertinemment par expérience que les renégociations sont souvent, je dirais, comment dire, à force pour la compagnie d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 36 solutions. Soit, c'est-à-dire, on répartit la marge, mais ça, je ne suis pas sûr que les propriétaires le voient d'un bon œil. Soit, on va essayer de trouver des solutions sur les procédures judiciaires, mais ça, ce n'est pas gagné. Donc, nous, ce qu'on a dit à l'époque, il y a peut-être une solution qui me paraîtrait assez saine pour tout le monde, c'est de permettre aux professionnels de faire un recouvrement rapide. Parce que toutes ces problématiques-là et les problématiques qui seront demain avec les compagnies d'assurance, on le sait, c'est le recouvrement, c'est l'impayé. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus coûteux, c'est de plus en plus lourd. Donc, si demain, on permettait à des professionnels de faire un avis à tiers détenteur, c'est-à-dire comme fait l'administration fiscale sur les salaires de quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, si on permettait à l'administrateur de biens d'être réactif sur les ressources du locataire indélicat, ça permettrait de limiter le risque
des compagnies d'assurance, je dis bien des compagnies d'assurance, et donc le coût de ça auprès du professionnel. Parce que si on lui met, j'entends bien ce que vous dites, monsieur le député, et alors en tant que représentant d'investisseurs, moi on me dit, vous allez investir dans un bien immobilier et puis vous n'avez pas de risque, je devrais que m'en réjouir. Mais ce que je me dis, si on ne va pas jusqu'au bout, plus loin de ça, le risque, c'est qu'effectivement, là, ça ne résistera pas à la moindre crise. On va avoir des coûts qui seront insupportables, surtout, bien sûr. Alors là, quand c'est insupportable, c'est de plus en plus douloureux pour les TPE et les PME que les grosses entreprises. Tu es clair. Je te relance, avant de poser une question à Jean-Michel et sans doute de revenir vers le député, je te relance sur la consignation du dépôt de garantie. Là encore, tu as l'expérience de l'administration de biens, même si tu représentes des professionnels dont ce n'est pas la mission, les CGP. Ton regard sur ce séquestre et sur, là encore, le besoin que ça ne coûte pas qu'a exprimé Michael Nogal. Alors, je veux dire, les professionnels de l'immobilier ont toutes les garanties nécessaires et l'expérience pour effectivement, voilà, ça me paraît évident, Après, c'est toujours pareil. Je veux dire, si ça va générer de l'activité, vous savez, dans ce métier, je dis souvent, c'est très difficile d'avoir une identité de marque, très difficile. Vous voyez, vous prenez par exemple dans l'automobile, vous allez distinguer par exemple une Porsche et une Renault, vous avez des marques et on identifie bien ces marques. Dans la profession des administrateurs de biens, c'est très difficile d'avoir une identité de marque. Donc, les professionnels se battent depuis des années sur les prix. Et c'est toujours en train de rogner la marge alors que les coûts augmentent. Et moi, je dis, si on lui met une charge supplémentaire et si on ne veut pas qu'il y ait une recette en face, ça risque d'être compliqué. Voilà. Comment tu réagis? Tu es un homme de marketing, hein, on peut le dire, et tu l'étais quand tu étais administrateur de biens, même si tu parles de difficultés de se différencier, en tout cas, tu travaillais sur cette voie. Et encore aujourd'hui, la notion de data et de possibilité pour les administrateurs de biens qui connaîtront un locataire, un propriétaire en relation directe, peut-être de vendre ensuite sa gestion, peut-être de vendre des produits complémentaires. Je pense au constat d'état des lieux directement lié au dépôt de garantie. Ton regard de spécialiste aussi du marketing et du commerce des services. Et j'interrogerai bien sûr Jean-Michel là-dessus, juste après. Mais c'est ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que le professionnel de l'immobilier est obligé de se distinguer par des prestations de services complémentaires, supplémentaires. C'est pour ça que tout le débat qu'il y a eu à l'époque sur le contrat unique pour le métier de syndic, ne revenons pas là-dessus. Donc, il faut permettre aux professionnels d'être dans l'innovation. Être dans l'innovation, c'est un coût. Voilà. Donc, pour lui, la période que l'on vit, je vous ai bien entendu, monsieur le député, quand vous avez dit la période que l'on vit, ce n'est pas le moment d'aller vers les propriétaires pour leur demander des coûts supplémentaires. Permettez-moi de dire, et je ne suis plus administrateur de biens aujourd'hui, mais les administrateurs de biens aussi ont des coûts supplémentaires dus à cette période et au confinement et au Covid, à la permanence des moyens, etc. etc. On est tous dans le même bateau par rapport à ça. Bon, moi, ce que je vois, c'est que les marges de ces professionnels n'ont pas augmenté depuis des années. Au contraire, parce qu'ils ont eu plus de charges que d'augmentation. Il suffit d'analyser les coûts de gestion d'une année sur l'autre pour voir la progression. Bon, donc, moi, je trouve que le professionnel est le plus adapté par rapport à ça, de par l'expérience, son savoir-faire et les garanties qu'il a déjà en place. Donc, ça peut être très, très vite. Après, est-ce que ça coûte ou pas? Je pense que ça doit s'étudier de près, oui, parce que c'est toujours difficile de mettre une charge sans une recette en face. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je précise qu'il y a quantité d'intervenants participants qui sont en phase avec toi sur un certain nombre de sujets. Jean-Michel Camille. Michael, d'accord. Oui, pardon, je laisse la parole à Jean-Michel tout à l'heure, mais d'abord parce qu'on va toucher à la fin de cette visio, malheureusement, mais ce que je vous propose à tous, c'est qu'on refasse une visio thématisée sur le mandat de gestion tel que je l'envisage et le futur rapport entre les ADB et les assureurs et les courtiers, parce que j'y ai beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de solutions que les ADB n'ont pas forcément en tête aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse faire une visio avec des intervenants côté assurance, des intervenants côté ADB, côté fédération, pour approfondir ce sujet qui, je pense, intéresse beaucoup les professionnels
et qui mérite qu'on prenne le temps d'en discuter, d'en débattre. Encore une fois, je veux que les choses, moi, de mon côté, soient les plus libres possibles. Bien sûr. Jean-Michel a évoqué tout à l'heure, parmi les adhérents de Pluriance, en fait, différents fonctionnements. Certains qui sont du croire, certains qui fonctionnent avec du stop-loss, c'est-à-dire excès de perte et vous prenez en charge une partie seulement du risque et vous déléguez une partie du risque. Tout ça mérite, je pense, d'être approfondi. Et j'en profite, j'ai jeté un œil sur les commentaires. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y a des commentaires qui sont plutôt adressés aux ADB, puisque certains contestent j'allais dire, la pertinence de passer par un ADB et pour la gestion et pour la consignation. Donc, il y en a beaucoup. On a avec nous plusieurs propriétaires qui, d'évidence, sont en autogestion et il y a effectivement beaucoup d'objections. Voilà, donc là, c'est peut-être, plutôt que moi, le parlementaire, c'est plutôt peut-être aux ADB à répondre sur pourquoi ils sont plus pertinents pour gérer et à la fois la consignation et un mandat et accompagner la gestion locative des propriétaires bailleurs. Redire, comme je l'ai fait au départ, mais je veux que ce soit très clair, cette proposition de loi n'a pas vocation à obliger les propriétaires bailleurs à passer par un ADB pour la gestion de leurs biens. Il n'est pas du tout question de ça. Cette idée avait été, la proposition du mandat de gestion avait été interprétée comme telle. Je rappelle que le futur mandat de gestion de sécurisation totale est un mandat facultatif que seuls les professionnels qui le souhaitent pourront proposer. C'est-à-dire que demain, vous avez le mandat de gestion, mandat Nogal, comme l'a appelé Jean-Michel Canizon, qui côtoiera les mandats que vous avez actuellement. Et vraiment, il faut voir cette proposition de loi comme une boîte à outils. Le seul changement, j'allais dire radical, et qui ne plaît pas évidemment aux associations, à la fois qui font la gestion de particulier à particulier, ou aux associations de propriétaires qui défendent la captation du dépôt de garantie, c'est celle-là, c'est la consignation. Comment, auprès de qui, est-ce qu'il y a besoin de changer les choses? L'UNPI défend le statu quo. Moi, je défends l'idée que parce qu'on a des conflits aujourd'hui entre propriétaires et locataires, il faut faire évoluer ces règles et que la consignation auprès d'un tiers, on parlait dans les commentaires de pourquoi pas mettre le dépôt de garantie dans une banque plutôt que chez un ADB. Chez un assureur, on nous dit aussi chez un assureur, par exemple. Chez un assureur, c'est ce qui se fait, par exemple. La banque, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Il n'y a pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle de consignation. Le texte de loi, avant qu'il ne soit examiné au Parlement, démarre avec inscrit la consignation auprès des professionnels. Et je le dis aux professionnels, c'est aussi à eux de défendre l'idée qu'ils seraient les meilleurs, les mieux placés pour gérer la totalité des dépôts de garantie du parc locatif privé. Mais encore une fois, pour répondre aux commentaires qui étaient faits, il ne s'agit pas d'une proposition de loi qui vise à amener les propriétaires bailleurs à obliger un propriétaire bailleur à passer par un ADB. Mais je rappelle ma conviction qu'un intermédiaire dans l'immobilier et comme dans beaucoup d'autres domaines me paraît plus intéressant. Je donne l'exemple de la voiture. Vous faites la vidange de votre voiture, vous pouvez la faire tout seul. C'est gratuit, en tout cas vous payez l'huile moteur. Vous pouvez aussi décider de passer par un garagiste, un mécanicien, qui saura faire et qui fera à votre place et qui vous le facturera. Eh bien, c'est pareil pour l'immobilier. Je pourrais parler de l'agriculture. Vous pouvez cultiver vos tomates ou vous pouvez décider d'aller sur le marché ou au supermarché pour acheter des légumes. Eh bien, il y a la place pour tout le monde. Mais je crois que quand il y a un intermédiaire, c'est aussi source d'une plus grande qualité que l'autogestion. Voilà. Et ça, c'est Michael, ma vision. Avant de donner la parole à Benjamin qui l'a demandé et ensuite Jean-Michel, je tiendrai parole. L'objection que ça peut conduire au non-paiement des loyers, des locataires qui vont se dire, puisque le parc est protégé en quelque sorte, je ne m'embête plus. Et deuxième objection, elle était faite par Jean-Jacques Olivier, qui est un professionnel. Est-ce que ça ne peut pas pousser des propriétaires bailleurs à dire, moi je vais toucher mon loyer, mon administrateur de biens est obligé de me le verser, donc je ne fais pas d'effort pour entretenir ou moderniser mon logement? Non, je ne crois pas. Alors, sur la déresponsabilisation des locataires, on le voit avec les GLI, on le voit avec Visal. Ce n'est pas parce qu'un propriétaire est sécurisé que le locataire va arrêter de payer son loyer. Le fait qu'un locataire ne paye pas son loyer n'est en rien lié, j'allais dire, à la manière dont se sécurise un propriétaire bailleur. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Et toutes les études qu'on a faites, et j'en ai beaucoup parlé aussi avec Action Logement, montrent l'inverse. C'est-à-dire que
Un locataire, il tient à payer son loyer. Il y a toujours des locataires indélicats et des locataires de mauvaise foi. Je veux aussi qu'on distingue le retard de paiement qui peut arriver et l'impayé lourd. On n'est pas du tout sur les mêmes sujets parce que votre situation personnelle peut évoluer, vous pouvez rencontrer un retard. Moi, ce que je veux juste avec cette proposition de loi, notamment par le mandat de sécurisation totale, qui, je le répète encore une fois, est facultatif, apporter cette tranquillité aux propriétaires bailleurs, aux futurs investisseurs, parce qu'il est aussi question de motiver les Français qui ont de l'épargne et de l'investir cette épargne dans le secteur du logement. Et je pense que… Il y a un recul d'ailleurs de l'investissement, d'après les derniers constats de Century 21 ou d'autres, une part d'investisseurs qui s'est réduite ces dernières semaines. Oui, et donc, voilà, moi je pense que le logement, ce secteur a besoin de nouveaux investisseurs et que pour assurer un investisseur, la sécurisation des revenus, et si vous avez une sécurisation des revenus, vous aurez aussi la confiance des banques, la possibilité de négocier des taux attractifs et vous recréez un cercle vertueux entre des personnes qui, jusqu'à présent, étaient dans l'expectative. Il y avait la deuxième question de Jean-Jacques Olivier, mais c'était quoi, Henri? Rappelle-moi. Les propriétaires qui ont… Le manque d'investissement des propriétaires bailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement, pour l'entretien de leur logement, oui. Qui dirait, moi, je vais percevoir mon loyer, donc je ne fais pas d'effort en tant que propriétaire bailleur. Là aussi, en fait, l'État, j'allais dire, l'état d'un logement ne dépend pas du fait que le loyer tombe ou ne tombe pas, ou par qui il est payé, qu'il soit payé par le loyer, ou par le locataire, ou qu'il soit payé par l'ADB demain via son assureur, puisqu'il s'auto-assure pour certains, ou alors qui souscriraient une assurance, ou certains qui, comme foncière, on l'a dit tout à l'heure, s'auto-assurent. Ça dépend peut-être du niveau de loyer, en revanche. Certains prétendent que si on pouvait augmenter les loyers, il y aurait un meilleur entretien des logements. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je crois qu'on est dans un marché du logement où les uns et les autres attendent juste attendent de la tranquillité. Quand je suis locataire, j'attends qu'on me fournisse un logement qui est décent, qui est de bonne qualité, et je paye un loyer pour ça. Quand je suis propriétaire, il n'y a pas des locataires qui s'amuseraient à ne pas payer les loyers et des propriétaires qui s'amuseraient à mettre sur le marché des logements indignes. Ça existe, hein, ne soyons pas naïfs, ça existe, les marchands de sommeil, ça existe. Les mauvais payeurs, les locataires qui payent mal leur loyer et qui s'en sont fait une spécialité, ça existe. Mais tout ça, c'est très minoritaire et je veux vraiment qu'on s'attelle à remettre de la sérénité, la rationalité dans ce marché du logement qui en a besoin. Benjamin, j'intercale une observation en tant que co-organisateur. Hein. En effet, on n'a pas de représentant de l'univers de l'assurance parce qu'on voulait aujourd'hui faire le point sur la position des grandes parties de la profession, hein, un grand syndicat, Pluriance, l'ANACOFI. Mais bien sûr, il y a eu un gros travail de fait de nature à rassurer sur les réponses existantes en matière d'assurance. Travail avec les assureurs et les courtiers, on les associera la prochaine fois. Benjamin, à toi. Je voudrais qu'on parle aussi, donne-nous ton avis sur l'obligation de présentation, puisqu'il n'y aura pas d'obligation, ce n'est pas dans le texte aujourd'hui, ça satisfait Jean-Michel, de garantie totale, mais en revanche, il pourrait y avoir une obligation de présentation. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? C'est-à-dire l'obligation que le professionnel ait ce produit dans les rayons et le présente à son propriétaire bailleur. Benjamin. Alors, oui, l'obligation de présentation pour moi serait essentielle parce que au moins que le bailleur puisse avoir le choix, et à ce titre, il devrait, à mon sens, signer le fait qu'il ne souhaite pas souscrire. D'accord. J'aimerais revenir sur un point qui pour moi me paraît essentiel. Je rappellerai à tout le monde que le dépôt de garantie n'est pas la propriété du bailleur. Il est trop souvent fait l'amalgame sur ce point. Et d'ailleurs, à ce titre, tout le monde aujourd'hui dit les professionnels veulent absolument les dépôts de garantie. Je rappellerai que les professionnels que nous sommes avons évoqué lors de conversations et lors de débats le fait de pouvoir envisager de supprimer ce dépôt de garantie. Parce qu'aujourd'hui, il est plus source de problèmes que de solutions. Et effectivement, ça a été très vite
mis de côté parce que c'était pas audible auprès des associations de consommateurs, c'était pas audible auprès de l'UNPI, mais il faut savoir que les professionnels ont été jusqu'à ce point extrême. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans ce projet de loi, tout est lié. Pourquoi? Parce qu'un mental de sécurisation totale sécuriserait aussi la remise en état, la prise en charge des frais d'avocat. Une GLI, aujourd'hui, ça sécurise un bailleur dans la totalité des frais qu'il pourrait avoir. Et pour moi, c'est aussi un point important de comprendre qu'effectivement, le dépôt de garantie dans un mandat de sécurisation globale perdrait son sens. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est quelque chose à voir. Et le dernier point, le fait qu'un bailleur ne ferait pas de travaux, ça me semble pas réaliste. Tous les bailleurs souhaitent louer des logements décents, en tout cas tous nos clients. Donc, je pense que ça, c'est pas réaliste. Et enfin, j'aimerais attirer l'attention de tous. Il est clair que le changement, d'une manière générale, ça déplaît. Regardez l'exemple en Île-de-France, enfin à Paris plus exactement, de l'encadrement des loyers. Tout le monde disait tous les investisseurs vont retirer leurs biens, que ce soit en gestion, mais pire, à la location lorsqu'il y aura l'encadrement à Paris. Dans les faits, si on a perdu entre 1 et 2% des biens parisiens, c'est bien le maximum. Donc, il faut quand même… alors, je vois Jean-Michel qui hoche la tête. Il va avoir la parole. Nous répondre. Et évidemment, je ne pense pas que c'est l'encadrement des loyers qui a incité les bailleurs à faire du Airbnb. Juste c'était le point. Voilà. Benjamin, une question. Michael nous a peut-être déjà quittés. Je vais devoir vous laisser. Voilà. Bon, merci beaucoup. Deux choses. Donc, si vous souhaitez organiser cet échange plus particulier avec les assureurs. Avec la communauté des assureurs, d'accord. Voilà, et peut-être faire aussi une autre visio, là peut-être plus tournée vers les spectateurs qui ont beaucoup de questions, et je vois que certains sont frustrés de ne pas avoir obtenu des réponses. Non pas qu'on n'ait pas voulu y répondre, mais que ça a été, on est tenu par le temps. Mais en tout cas, je serais heureux de revenir et de répondre peut-être en direct aussi à des questions qui seraient posées par les internautes. Merci beaucoup. Et si je puis me permettre ça, comme organisateur, Nogal fait recette. Voilà. On voit que les questions sont abondantes et qu'un débat ne suffit pas. Merci beaucoup, monsieur le député. Je reviens vers Benjamin. Je me fais le porte-parole du député parce qu'il a aussi eu cet argument. Il a dit quelquefois, ça peut faire baisser les barrières à l'entrée, comme on dit, c'est-à-dire qu'un propriétaire rassuré sur le versement de son loyer va aussi laisser davantage la main pour le choix du locataire à l'administrateur de biens. Et au bout du compte, on aura aussi une plus grande ouverture du marché locatif. Typiquement, aujourd'hui, il y a des risques qu'on ne prend pas avec un CDD, avec un intérimaire, avec certains profils. Si on sait qu'il y a une sécurisation, on va être plus détendu dans le choix du locataire. Ton point de vue de l'administrateur de biens, et Jean-Michel pourra réagir à ça aussi, bien sûr. Très clairement. Aujourd'hui, pour parler de notre responsabilité, je ne donne plus le choix à mes bailleurs du choix du locataire lorsqu'on a une GLI. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour ne pas discriminer, il ne faut pas avoir le choix. Donc très clairement, aujourd'hui, quand moi j'ai un locataire qui répond aux critères de solvabilité, j'informe mon bailleur que son bien est loué. Et du coup, je lui retire un problème, c'est-à-dire le choix qu'il pourrait avoir de choisir un dossier ou un autre. Aujourd'hui, nous, ce que nos bailleurs souhaitent, c'est avoir un locataire. Connaître son prénom, aujourd'hui, il a plus d'intérêt. Donc, effectivement, lorsque c'est signé, on lui envoie le bail, on l'informe de qui est son locataire. Mais il en prend uniquement note et effectivement, grâce à la GLI, il sait qu'il est assuré d'avoir ses loyers, donc pas de problème.
Je reviens vers Jean-Michel. On est dans les 3 dernières minutes. Hein. On a dépassé l'heure, mais c'était normal. Le débat le méritait et on n'a pas encore fini. On l'a dit, il y a d'autres façons de regarder cette proposition de loi, sous l'angle assurantiel notamment. Jean-Michel, tu opinais du chef, m'a-t-on dit. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est de haut en bas, Ça de droite dépendait à des gauche. questions, oui. Ça dépend des questions. Donc, à toi, et Jean-Jacques aussi pourra réagir. Et puis après, Benjamin, la présidente Émilie Jousset a dû nous quitter aussi. Donc, c'est Benjamin qui aura le mot de la fin. Merci Henri. Très rapidement, je partage beaucoup des points qui ont été évoqués par Jean-Jacques. Je voudrais revenir sur un point qui a été un peu un fil rouge tout du long. On a souvent parlé du nombre de mandats intermédiaires par rapport aux autres, en disant bah oui, mais on ne peut pas se satisfaire d'un tiers. Oui, j'aimerais pas non plus qu'on pense que c'est de la faute des ADB qui font mal leur boulot, qu'on est à un tiers d'intermédiation. Si on est à un tiers d'intermédiation, c'est que le millefeuille législatif qui s'empile depuis environ 20 ans et malheureusement, l'encadrement des loyers en fait partie, fait que globalement, le propriétaire, pour ne pas rentrer, on va dire, dans ce carcan législatif, préfère travailler seul. Ça lui laisse peut-être plus de liberté. Donc, ne donnons pas l'impression que c'est la position de l'administrateur de biens qui fait qu'on est de moins en moins intermédiaire. Non, mais d'ailleurs, le député, je crois, reconnaît que le marché de gré à gré n'est pas sécurisant, qu'il ne respecte pas les règles, c'est ça, hein, et voudrait flécher davantage. Il est plus libre et peut-être que les propriétaires choisissent la liberté. C'était quoi l'autre question, oui? On parlait de l'obligation de présentation, il y a plusieurs sujets. L'obligation de présenter ce mandat au client, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir sur les rayons, mais il faut aussi le présenter. Il faudrait qu'ils disent oui, on m'a proposé, je ne l'ai pas pris. Alors, comme ça existe pour un certain nombre de dispositions. Je ne suis pas pour. C'est compliqué d'imposer à un professionnel de proposer un service dans lequel il ne croit pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre un taux d'honoraires tellement élevé que ce ne sera pas attractif. Il en aurait la liberté, oui. Oui, je n'y crois pas. Mais Benjamin a dit quelque chose de très vrai. Il faut laisser le choix au propriétaire. Le propriétaire, il a le choix de changer d'ADB. Si son administrateur de biens du coin de la rue ou celui qui connaît depuis longtemps ne lui propose pas le mandat adéquat, il peut très bien aller voir ailleurs. Voilà. Alors simplement, il faut l'obligation, juste une observation, l'obligation de présentation, c'est souvent aussi l'obligation d'informer, parce qu'il y a aussi des bailleurs, de moins en moins, j'en conviens, mais qui ne savent pas. Oui, alors là, par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il faut informer. Tu connais mon passé, j'ai passé un certain temps chez Darty, et chez Darty, on avait cette fameuse police d'assurance étendue qui garantissait ton bien 2 ou 3 années de plus. Et effectivement, à un moment donné, pour éviter une désinformation ou une mauvaise information du consommateur, on faisait signer, lors de la prise de commande, on faisait signer le fait que ce produit avait été présenté. Pourquoi pas? Sur l'information, je suis d'accord. Sur l'obligation de présentation, un peu moins. D'accord. Et dernière chose, on évoquait avec Benjamin, qui lui a pris une position claire, la possibilité de détendre en quelque sorte le choix des locataires dès lors que le versement du loyer serait garanti, le propriétaire ou son mandataire aurait un autre regard dans la sélection du locataire. Est-ce que tu crois ça? J'espère. Ouais, je pense que c'est bien d'y croire parce que c'est un peu le but quand même de la sécurisation du mandat, hein, c'est de laisser la main à l'administrateur de biens sur le choix du locataire. Bon, après, il y aura des réticents, il y en aura qui seront tout à fait d'accord. Je travaille avec pas mal d'institutionnels qui ont des immeubles entiers et qui me confient la commercialisation. L'institutionnel, mais par conviction, par éthique, il ne valide pas le choix du locataire, c'est nous qui le faisons. Parce qu'à partir du moment où il nous a fixé des critères objectifs de choix, et il nous laisse le choix, donc ça revient un petit peu à ce que disait Benjamin. Maintenant, bon, il est probable que tous les locataires ne soient pas d'accord avec ce point de vue. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vais pour le mot de la fin avant le mot de courtoisie de Benjamin. Je retourne vers Jean-Jacques. Telle ou telle réaction à ce qui a été dit. Là, on vient d'évoquer plusieurs sujets. Écoute, vu l'heure, si tu me permets, je vais finir sur un trait d'humour. Avec plaisir. Toujours sur ce sur quoi je suis intervenu, c'est-à-dire le mandat en sécurisation totale. Au lendemain du résultat présidentiel, il y a eu le vrai débat sur la suppression de l'ISF et l'arrivée de l'IFI.
Et les arguments qui étaient évoqués à l'époque, c'était de dire non, mais les propriétaires sont des rentiers. Alors, les professionnels de l'immobilier ont crié au loup, à tel point que beaucoup de gens, et tu le sais, autour soit de l'Élysée, de Matignon, du logement, ont dit oui, ça c'est quand même maladroit, il faut arrêter d'employer ce terme de rentier. Maintenant, je trouve ça extraordinaire parce que, sûrement sans le vouloir, le député Nougal, il n'est pas là, mais je l'ai déjà dit, va donner raison finalement au président de la République parce que si, comme il le pense, ce contrat devait, je dirais, devenir, même s'il est facultatif, devait devenir la règle, je pense que nos propriétaires de demain ne seront pas loin de devenir un rentier. Bon, alors tu es favorable à une certaine prise de risque. Bon, tu es favorable à une certaine prise de risque. Très bien, parfait. Merci beaucoup Jean-Jacques. Benjamin, ce sera le mot de la fin. Je vous dis, en ce qui me concerne, tout le plaisir que j'ai eu à animer ce débat. Je crois qu'il a été très riche. Alors, comme toujours, c'est frustrant, je peux vous le dire, parce que j'ai accès à toutes les questions et je suis sûr que certains vont repartir avec l'idée qu'on n'a pas traité tout le sujet. Je pense qu'on n'a pas démérité. Vous n'avez pas démérité. Vous avez eu beaucoup de franchise. Je vous dis à quel point c'est un plaisir et c'est le ton qui est souhaité par le cercle des managers. Donc, vous avez parfaitement respecté le cahier des charges. Benjamin. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais remercier tous les intervenants. Je pense que le temps a aidé aussi à concilier les professionnels pour aujourd'hui arriver à ce projet. Clairement, aujourd'hui, ce mandat se dirige vers être un mandat facultatif qui répondra aux attentes de chacun. Je ne suis pas sûr qu'avec un mandat de sécurisation totale, on puisse considérer que le bailleur soit un rentier parce que le bailleur souffre pendant des crises qu'on est en train de vivre, que ce soit dans l'habitation ou dans les locaux commerciaux. Très sincèrement, c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, je suis heureux aussi qu'on ait fixé quasiment la prochaine date de notre prochain débat où on va inviter les assureurs, les courtiers et aussi l'UNPI qui sera évidemment le bienvenu dans notre débat. On n'a pas pu le faire pour ce débat parce qu'il était déjà organisé, mais pour la prochaine fois, ils seront à nos côtés et ça animera, j'en suis sûr, le débat sur tous ces sujets. Merci à tous. Merci beaucoup. La prochaine date est fixée. Vous le savez, maintenant, c'est un rendez-vous mensuel. Émilie l'a rappelé. Et donc, la prochaine date, pour ne pas dire de bêtises, c'est évidemment au début du mois d'octobre. Et c'est, mais moi, je vais vous le dire. Il me suffit de regarder pour vous confirmer que c'est le 6 octobre. 6 octobre à 17h. C'est la nouvelle heure, je vous le rappelle. Merci beaucoup. Au mois prochain. Au revoir. Au revoir.